Donc pour commencer, je vais peut-être essayer de vous présenter The Family, le lieu où vous êtes, qui diffère un peu des pépinières, incubateurs, accélérateurs et tout ce que vous avez pu visiter dans le genre. Pour la première raison, c'est qu'ici on n'héberge aucune start-up. Alors ça paraît toujours étonnant, on a un chat, on n'a pas de start-up. Pourquoi on n'héberge pas de start-up? Parce qu'on pense que fondamentalement, le problème des incubateurs et de tout ce qui s'occupe de l'accompagnement de start-up en général oublie un élément assez simple, c'est qu'au début les start-up ont besoin de créer leur propre culture et que cette culture commence immédiatement dans les premiers locaux et dans l'isolement. Et c'est pour ça qu'ici c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'événement, c'est un lieu où les gens viennent à des conférences, viennent à des cours, c'est un lieu où les gens viennent pour des rendez-vous dans nos bureaux au-dessus. Mais c'est pas un lieu où vous avez cette image de gens qui viennent et qui travaillent. Alors on fait quoi The Family? Nous on se voit comme un actionnaire minoritaire de long terme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend des parts au capital des boîtes. En général on commence avec des toutes petites positions, entre 1 et 5%. Et petit à petit, tour après tour, on essaye d'augmenter notre position. Et ça c'est aussi quelque chose d'un peu contre-intuitif, puisque le monde traditionnel de l'investissement a un modèle où normalement on prend beaucoup au début et on prend de moins en moins. Mais il y a eu un renversement dans le venture. Le renversement dans le venture, c'est que le risque n'a jamais été aussi élevé dans l'économie. Il y a de la prise de risque n'a jamais été aussi importante. Et l'investissement n'a jamais été à ce point joué à la roulette. Alors, je ne sais pas si vous allez au casino et vous jouez à la roulette. Moi, la roulette, c'est un jeu qui me fascine. Parce que c'est un jeu qui a une espérance négative. C'est-à-dire que si vous jouez à long terme à la roulette, vous perdez forcément de l'argent. L'espérance à la roulette, c'est moins de 2,4%. Et bien les startups, c'est la même chose. Si vous regardez l'ensemble de l'argent investi dans les startups sur les 20 dernières années, et que vous regardez l'ensemble des retours, et bien c'est négatif. C'est pas la peine de se raconter des histoires, c'est négatif. Je veux dire, les gens des startups peuvent raconter ce qu'ils veulent, c'est négatif. Mais le problème, c'est que à cause de cet élément négatif, de cette classe d'assets, c'est-à-dire cette catégorie d'investissement qui est négative, beaucoup de gens, et notamment en Europe, c'est une spécialité en Europe, n'ont pas pris au sérieux ce secteur sous prétexte de cette négativité. Ne voyons pas qu'en fait cette négativité est structurelle et non pas conjecturelle. Et alors pourquoi c'est structurel? C'est structurel pour une raison assez simple, c'est que les gagnants, ils gagnent 100 000 fois plus que les perdants. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'économie traditionnelle. Si vous avez investi ne serait-ce que 10 000 € dans Uber, aujourd'hui, c'est une position qui vaut 500 millions. Ce genre de retour sur investissement en 5 ans, ça n'existe pas. C'est comme à la roulette, vous tombez sur le bon numéro, vous gagnez 35 fois la mise. Et quand on dit que l'espérance est négative, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent à la roulette. Par exemple, à Londres, le mois dernier, quelqu'un a misé 10 fois le même nombre de suite au Ritz, et il a gagné 1 800 000 de pounds. Quelle est la probabilité que 10 fois de suite le même numéro sorte? Elle est nulle. Mais pourtant, c'est arrivé. Et les startups, c'est exactement la même chose. C'est qu'on rentre dans un monde où on est passé d'un monde où l'économie était une économie du rendement et de la certitude, où le but du jeu c'était de placer ses actifs et son argent dans des endroits à faible risque en échange de rendement, et plus vous prenez du risque, plus les rendements sont élevés. Les startups ont cassé ça structurellement, puisque dans les startups, plus vous prenez de risques, plus les rendements sont faibles. Et alors pourquoi? Parce que plus vous investissez tôt dans une startup, et donc plus vous avez besoin d'investir dans un nombre important de startups, et plus en fait vous perdez d'argent. C'est pour ça que The Family, on a renversé le modèle, on investit très peu au début, et quand on est face à un gagnant, on investit de plus en plus. Donc on a renversé la courbe. Et c'est cette courbe-là qui nous permet à nous, en tant qu'investisseurs, de vivre et de produire du rendement pour nos propres investisseurs qui soit convenables. Du moins, c'est ce qu'on leur raconte. Hein. Ouais. On se revoit dans 5 ans. Alors, The Family a une autre position un peu particulière par rapport aux autres acteurs du marché, c'est qu'à cause de ce positionnement-là, on prend beaucoup de startups. Notre rythme actuel, c'est à peu près 200 nouvelles startups par an. Il y a 200 startups par an qui sont créées ici. Et pour vous donner les chiffres sur les 270 premières startups, et ça va vous montrer à quel point le monde des startups est un monde sauvage, sur 270 startups prises dans The Family, en 2 ans, on en a 130 qui ont déjà fait faillite. Sur les 140 de vivantes, on en a aujourd'hui une quarantaine qui valent plus de 50 millions, dernier tour de table. Et sur la quarantaine qui vaut plus de 5 millions, on en a une qui vaut plus que la somme de toutes les startups réunies.
Vous imaginez la distribution? C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation économique où la majorité des gens qui essayent perdent, et ceux qui gagnent accumulent en fait une fortune extraordinaire parce qu'ils sont en position d'avoir une chance de créer un monopole. Et ça, c'est un autre point qui est souvent très compliqué à comprendre dans cette économie. Je suis sûr que vous avez entendu parler, quand vous étiez plus jeune, des avantages compétitifs. D'ailleurs, en tant que chef d'entreprise, on a dû vous poser la question, c'est quoi votre différenciation, c'est quoi votre avantage compétitif, etc. Alors, je vais vous révéler un secret, les avantages compétitifs et la différenciation, ça n'existe plus. Pour trois raisons. La première raison, c'est que tout le monde copie tout le monde. Il n'y a aucune loi qui protège de ça. Aucune. Vous pouvez prendre des avocats, nous ça nous fait rire de temps en temps, les startups qui sont attaquées en justice par des avocats pour copyright, je sais pas quoi. Ça fait hurler de rire tout le monde ici. Les gens ne comprennent pas. Il y a cette phrase de Picasso, les grands artistes copient, les génies volent. N'importe quel entrepreneur sérieux dans le monde du numérique adopte cette phrase. Prenez l'une des entreprises les plus innovantes du monde, Apple, prenez une feature sur deux, vous pouvez être sûr qu'elle a été copiée quelque part, qu'elle n'a jamais été inventée en interne. Est-ce qu'ils ont le moindre complexe vis-à-vis de ça? Non. Et d'ailleurs, il y a un jeu fascinant, qui est un jeu de génération. Alors on aurait pu le faire aujourd'hui, ça aurait été marrant de voir le résultat. Mais vous demandez vous dessinez un cercle, et vous dites aux gens, il faut faire 10 figures géométriques le plus vite possible. Et 1% des gens font 10 cercles. Pourquoi? Parce que la question, c'est pas faites des figures géométriques originales. La question, c'est pas faites des figures géométriques innovantes. Non, c'est faites-les le plus rapidement possible. Comme on vous donne un cercle, vous l'avez déjà dans le cerveau, tracer 10 cercles, c'est la façon la plus simple de faire 10 figures géométriques. Et il y a à peine 1% des gens qui font ça. Ces gens-là sont des entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, ce qui compte, c'est ni l'innovation, ni la créativité. Tout ça, c'est des choses qui peuvent vous amener sur le marché et qui ne vous font pas gagner sur le marché. La seule chose qui fait gagner sur le marché, c'est la vitesse d'exécution. Et c'est ce qu'on fait à The Family, c'est qu'on met les startups dans une ambiance où la vitesse d'exécution et la radicalité sont le maître mot et le quotidien. Et alors, comment on fait pour prendre autant de startups? Parce qu'on ne peut pas se multiplier à l'infini, on ne peut pas faire des rendez-vous. Et bien, on a cassé un deuxième modèle très traditionnel. C'est que le modèle de l'accompagnement des chefs d'entreprise est un modèle fondé sur le mentoring. Et alors, je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire le manifeste qui est à l'entrée, mais nous, on met un message à l'entrée pour que les gens lisent et comprennent où ils sont, et puis s'ils ne sont pas d'accord avec ce message, ils peuvent repartir. C'est une forme de filtre. Mais dans ce message, on explique que pour nous, le mentoring est juste une forme de paternalisation. C'est pas grand-chose d'autre. Pourquoi? Parce que deux choses ont changé dans le monde avant les années 2000 et après les années 2000. C'est qu'après les années 2000, l'information est devenue une commodité. Par exemple, moi j'ai un grand frère entrepreneur qui était au Paraguay dans les années 80. Il était la seule personne au Paraguay à avoir un fax, et c'était l'homme le plus puissant du pays. Le président venait chez lui envoyer un fax. C'était délirant, parce qu'il avait un fax. Et ça montre à quel point, à cette époque, l'information et la transmission d'informations représentent de la valeur. Aujourd'hui, ce même frère me dit, moi je comprends rien, il a 20 ans de plus que moi. Je comprends rien à votre génération, le business va trop vite, j'en ai marre, je prends ma retraite. Je ne veux plus rester dans ce monde. Et pourquoi? Parce que l'information est devenue une commodité, c'est-à-dire qu'à peu près n'importe quelle question que vous vous posez a sa réponse sur Google. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'imaginent pas, mais nous, on le voit à The Family. On voit des gens devenir experts en 3 mois dans des sujets improbables. Et la notion même d'expertise est en train de disparaître. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas tant de savoir des choses que de savoir trouver les choses que vous avez besoin de savoir. Et là, il y a eu un renversement énorme. Ce qui veut dire que, d'un seul coup, un mentor a beaucoup moins d'importance du point de vue expertise. Donc déjà, le mentorat type expertise est en train tout doucement de disparaître et d'être remplacé par un mentorat collectif. La deuxième chose, c'est que les mentors avaient une responsabilité, on va dire, de changement personnel et d'accompagnement personnel des dirigeants d'entreprise. Et nous, on a une théorie qui est très inspirée de l'école américaine behavioriste, c'est que les gens changent beaucoup plus vite d'attitude par mimétisme que par transmission. Et c'est quoi l'intérêt de The Family? Pourquoi ça s'appelle The Family? Parce que c'est comme dans une famille, on veut montrer des rôles modèles. Et comment vous faites ça? Vous faites ça tout simplement en invitant les gens à dîner une fois par mois. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous avez un groupe de 270 entrepreneurs hyper motivés?
ben, il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Et ceux qui réussissent mieux que d'autres, c'est rarement ceux qu'on aurait imaginé réussir. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez ça? Vous avez une leçon d'humilité, puis vous changez, puis vous vous dites que vous allez travailler encore plus fort. Je vais vous raconter une anecdote qui nous a beaucoup marqué au début de The Family. On était une dizaine dans mon appartement, et c'était la première fois, alors The Family a été créé dans mon appartement, on a filé la métaphore pendant longtemps de The Family. C'était la première fois qu'une de nos startups levait de l'argent. Et on avait organisé un petit dîner pour que cette personne raconte aux 10 autres personnes comment il avait levé des fonds. Et passé sa présentation, on avait fait un cocktail et personne n'est resté au cocktail. Ils sont tous retournés travailler. Et 3 d'entre eux nous ont dit, mais c'est incroyable, eux ont levé des fonds, mais si eux l'ont fait, pourquoi pas moi? Et vous voyez, ce phénomène de miroir, de mimétisme, il fonctionne à l'échelle. Le grand problème de l'accompagnement traditionnel des startups, le grand problème des VC et de tout ce monde du venture capital, c'est qu'ils ont une approche artisanale à la création d'entrepreneurs. C'est qu'ils pensent qu'un entrepreneur, ça se crée parce que vous lui donnez les bons conseils. Nous, on pense que c'est un véritable problème d'ego, et qu'un entrepreneur, ça ne se crée pas parce qu'il a les bons conseils. Un entrepreneur, ça se crée parce qu'il est dans le bon milieu. Et d'ailleurs, ça, c'est un sujet assez important, c'est qu'aujourd'hui, le monde de l'innovation, moi, je trouve qu'il ressemble à un cirque. Alors, en plus, un cirque avec des mots incroyables. Vous savez, incubateur, hackathon, partnership, digital lab, mentoring, et à peu près toutes les grandes initiatives qu'on entend partout, concours de start-up, etc. Et moi, j'ai une vision très dure de tout ça. C'est que tout ça, ça existe pour la simple raison que c'est nouveau, que les gens sont fascinés et qu'ils ont besoin de se rassurer et de se dire qu'ils comprennent. Prenons un exemple, les concours de business plan. C'est quoi un concours de business plan? Un concours de business plan, c'est demander à des gens d'établir un nombre d'hypothèses non prouvées pour convaincre des gens qui n'en savent rien que ça va être un succès. Voilà ma vision des concours de business plan. Est-ce qu'un entrepreneur fait des concours de business plan? Non. Les gens qui font des concours de business plan sont les gens qui veulent se rassurer parce qu'ils n'ont pas encore plongé, ils ne sont pas encore vraiment descendus dans la bataille, donc ils participent à des concours de business plan. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez deux visions. Vous avez les gens hyper enthousiastes par ça, et qui disent c'est génial, il y a de la créativité, c'est incroyable, une énergie incroyable. Et puis de l'autre, il y a tous les gens qui regardent ça en se disant mais c'est pas possible, c'est pas sérieux. Sauf que la partie invisible de l'iceberg, c'est les gens qui sont ni dans ces compétitions, mais qui savent que les startups c'est très sérieux, et qui sont en train d'en fabriquer, et qui sont en train d'essayer de fabriquer des startups qui sont plus que des startups, c'est carrément des entreprises. Et alors, pourquoi il y a une telle confusion? Eh bien, je pense qu'il y a une confusion à cause de la terre-mère des startups, qui est la Silicon Valley. Alors, je ne sais pas qui ici a été dans la Silicon Valley, mais moi j'ai vécu 4 ans dans la Silicon Valley, et il y a quelque chose qui me fascinait là-bas, c'était de voir ce que j'appelais les tours de dignitaires. Par exemple, j'avais participé à la visite à l'époque de Nicolas Sarkozy dans la Silicon Valley. Alors c'est fascinant, parce qu'ils prennent l'avion, ils débarquent à l'aéroport, ils sont emmenés dans une voiture jusqu'à Google, ils voient une sorte de VP chez Google qui leur explique que le but de Google, c'est pas de vendre de la pub, mais c'est d'aider le monde en fait. C'est une œuvre philanthropique. Après ils vont chez Apple, ils voient des designers qui leur expliquent que la perfection est importante. Bon. Et puis ils font comme ça le tour, et puis ils rentrent et ils disent écoute, c'est incroyable, ça a changé ma vie la Silicon Valley, il faut qu'on ouvre un incubateur. Bon, alors, 2 problèmes à ça. Le premier problème, c'est que c'est exactement la même chose que si vous allez à Disneyland, que vous revenez et que vous dites aux gens j'ai été dans la jungle. C'est à peu près le même niveau. Vous n'avez pas vu la Silicon Valley. Parce que le problème, pour voir la Silicon Valley, pour comprendre la Silicon Valley, il faut comprendre les gens. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas d'infrastructure dans la Silicon Valley, tout est virtuel. La véritable infrastructure cachée de la Silicon Valley, c'est les gens. Et les gens, ils ne sont pas facilement accessibles. Parce que les gens qui font ce genre de tour, c'est leur métier. Vous croyez vraiment que c'est un vrai VP ou un vrai type chez Apple qu'ils ont vu? Pas du tout. C'est des types qui sont payés que pour ça, toute la journée, pour faire des relations de presse et des relations publiques. Résultat, vous n'avez pas vu en fait le véritable designer qui travaille. Maintenant, moi je vais vous donner une réalité de la Silicon Valley. Le département de designers de Sony, c'est 650 ingénieurs et designers. Ça, c'est le département d'ingénieurs Sony. Pour le design software, plus le design hardware, plus le design esthétique.
Le département soft plus design plus produit chez Apple, c'est 16 personnes. 650, 16 personnes. Apple investit à 5 recruteurs à temps plein, fait passer 10 000 interviews par an pour ajouter une personne par an à l'équipe. 10 000 interviews par an pour une personne à l'équipe. Pourquoi? Parce que Apple a compris quelque chose que Sony n'a pas compris. C'est que dans ce nouveau monde, où l'information est libre, où l'information est très puissante, la différence entre quelqu'un de productif et quelqu'un de non productif, elle n'est pas de x2 ou x3. Elle est de x10 000, x100 000. Voire aller de l'impossible vers le possible. Nous, on voit tous les jours des entrepreneurs qui viennent et font des choses que tout le monde considère comme impossibles. Pourtant, ils y arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils sont uniques. Parce qu'on est en train de rentrer dans l'ère de la singularité. Vous savez, on parle souvent de l'économie collaborative, on parle souvent de ce phénomène de collaboration. À la fin, pourtant, la plupart des grandes œuvres restent des œuvres individuelles. Pourquoi? Parce que les individus n'ont jamais eu autant de pouvoir. Et c'est finalement ça que les gens n'ont pas compris à propos de la Silicon Valley. C'est que la Silicon Valley, c'est une infrastructure qui permet aux gens d'avoir un pouvoir illimité. Et cette infrastructure, elle repose sur 3 choses. Elle repose d'abord sur le fait qu'il y ait beaucoup d'argent. C'est le seul endroit sur Terre où il y a plus d'argent que de projets. C'est le seul endroit sur Terre où l'argent se bat pour les projets. C'est le seul endroit sur Terre où on finance tout ce qui est débile. Parce que, par définition, il y a trop d'argent. Donc n'importe qui, avec n'importe quelle idée, trouvera un financement dans la Silicon Valley. Et est-ce que les gens dans la Silicon Valley, ça leur fait peur de financer des choses débiles? Non, parce que je vous signale que les 3 dernières débilités en date, Uber, Facebook, Twitter, étaient quand même des débilités qui ont rapporté beaucoup d'argent. Je peux vous raconter une anecdote personnelle. J'étais dans la vallée quand Uber a été créé. Travis est venu me voir et m'a dit, j'arrive pas à lever des fonds. Tu veux pas mettre 50 000 balles dans ma boîte? J'ai dit, écoute, je suis français, je vais t'expliquer. Les taxis, c'est trop puissant, tu gagneras jamais. Vous voyez? Et ce qui me rassure, c'est que personne n'a mis l'argent dans Uber. Personne. Ils ont dû créer Uber sans argent parce que personne n'y croyait. 6 mois plus tard, ils avaient fait $1 million de revenus. En 6 mois. Les 6 premiers mois de l'histoire d'Uber, Uber a fait $1 million de revenus. Ils sont repartis en levée, ils ont dit voilà, bon, il y a 6 mois, personne ne voulait lever. À ce moment-là, je peux vous dire que les 50 000, ils n'en voulaient plus. C'est devenu le deal le plus concurrentiel de la vallée. Et pourtant, à l'époque, quand on était à l'extérieur de la vallée et qu'on voyait qu'on avait mis à 100 millions de valorisation une boîte, parce que Uber, premier tour en série A, c'est 100 millions de valorisation, qui avait 1 million de chiffre d'affaires, les gens se sont dit, mais ils sont complètement fous. C'est une bulle. C'est pas sérieux. Mais le problème, c'est pas 1 million de chiffre d'affaires, le problème, c'est 1 million de chiffre d'affaires en 6 mois sans aucun investissement. C'est ça le bon ratio, en fait. Et ce ratio, en fait, évidemment, avec le filtre de la presse, il passe pas. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, de ce qui se passe. La deuxième chose que la Silicon Valley a d'extraordinaire, c'est que c'est une infrastructure de personnes autour d'un principe qu'on a écrit sur un mur. Alors, je ne sais plus sur quel mur, on a écrit sur tous les murs. C'est le pay it forward. Alors, le pay it forward, c'est l'une des choses les plus compliquées à comprendre quand on est français. C'est le fait que vous donniez sans réfléchir à ce que ça vous apporte. Et je vous assure que, moi, il m'a fallu 2 ans pour comprendre. Par exemple, quand vous arrivez dans la Silicon Valley, vous dites, je veux rencontrer quelqu'un, vous demandez à quelqu'un de vous le présenter, et vous le présente. Il vous ne demande ni pourquoi, ni comment, ni où, juste il vous le présente. Vous avez besoin d'un service, ils le font. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a un héritage hippie très fort, et que c'est la culture hippie rencontrant la culture business donne cet environnement de tout le monde veut aider. Et puis surtout, parce que tout le monde a eu un traumatisme un jour. Par exemple, moi, mon voisin a refusé d'être le premier ingénieur de l'histoire de Google et a dit à Larry Page qui a besoin d'un moteur de recherche, sérieusement. Et à chaque fois qu'il voit Larry Page lui rappelle cette phrase. Et je pense que c'est ce genre d'erreur, vous la vivez toute votre vie. Et il n'existe personne qui, dans la Silicon Valley, n'a pas vécu ça au moins une fois dans sa vie. Résultat, vous le vivez une fois et vous tombez à nouveau sur un type qui vous paraît bizarre. Vous ne réfléchissez plus, vous l'aidez. Parce que le traumatisme est tellement fort. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont aidés réussissent. Ça veut juste dire que c'est tellement improbable de déterminer qui réussit ou pas, qu'ils ont réussi à créer une culture et une infrastructure qui n'essayent jamais d'évaluer les idées. Et c'est ça, en fait, le grand sujet de la vallée. Le grand sujet de la vallée, c'est que dans la vallée, par exemple, on fait très peu de concours de business plan. En général, c'est les étrangers qui vont les faire. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les idées ne comptent plus.
on sait très bien que les idées sont devenues une commodité et que la seule chose qui compte, c'est l'exécution. Et la troisième caractéristique unique de la vallée qu'on n'arrive pas à percevoir quand on fait un tour, c'est que mine de rien, c'est en dehors du monde. Et c'est en dehors du monde réel. Et finalement, la seule critique qu'on peut faire sur la Silicon Valley, qui est la critique qui n'est jamais faite en fait, ben, c'est qu'ils sont le dernier fuseau horaire sur Terre. Et vous n'imaginez pas à quel point vivre dans le dernier fuseau horaire sur Terre, ça vous donne un sentiment d'isolement. Ils sont en décalage entre 9 et 14 heures avec l'Europe. La Chine, ils ont carrément une journée de retard pour la Chine. Et c'est un isolement incroyable. La Californie, il n'y a rien. Pourquoi les startups ont pu instaurer une telle culture? C'est parce qu'à aucun moment, cette culture n'a intéressé qui que ce soit avant très récemment. Et résultat, ils ont créé une bulle qui est une bulle qui n'est plus le monde dans lequel vous vivez. Tout ce qui se passe dans la Silicon Valley est unique, et pour une raison simple, c'est que c'est isolé. Et c'est isolé de façon incroyable. À un point tel qu'aujourd'hui, il y a des gens, prenez un type comme Marc Andreessen. Marc Andreessen ne sort pas de son bureau. Il est sur Sand Hill Avenue, c'est l'un des fondateurs de Andreessen Horowitz, qui est un fonds d'investissement qui a 5 milliards de gestion. Littéralement, il nous a dit que la dernière fois qu'il a voyagé, c'était il y a 3 ans. C'est-à-dire que c'est haut dignitaire, vous prenez par exemple Google ou Larry Page ou Mark Zuckerberg, etc. Ils voyagent très peu par rapport à leurs homologues des autres pays. Si vous prenez un PDG d'une boîte du CAC 40, il est un jour sur 2 dans un avion. Prenez une boîte de la vallée, ils sont très peu dans l'avion. Pourquoi? Parce que le reste du monde se conquiert depuis un bureau. Et cette fait que le virtuel et le réel soient dans le même monde, c'est quelque chose de nouveau. Alors, ce que je vais essayer de faire avec vous, pour vous montrer, c'est de prendre des cas et de vous expliquer pourquoi ces boîtes sont tellement uniques et pourquoi surtout elles ont la valeur qu'elles ont. Parce que je comprends que ça peut être assez dur de voir le rationnel qu'il y a derrière les investisseurs. Maintenant, à chaque fois que je lis un article où un journaliste m'explique qu'une valorisation ou une décision n'est pas raisonnable, je vous invite à faire le même jeu que je fais moi, c'est toujours me rappeler que c'est un journaliste qui ne fait rien d'autre qu'écrire des articles qui donne une opinion. Parce que, prenons l'exemple d'Uber. Uber a levé 3,5 milliards et est actuellement en train de lever 1,5 milliard de plus. Ils en sont à 5 milliards de capitaux levés. Quand on lit les articles sur Uber, je regardais encore un article des Échos où le journaliste s'interrogeait sur la pertinence de la valorisation d'Uber. Donc un journaliste des Échos pense que à peu près 250 des meilleurs investisseurs de la planète n'ont aucune bonne raison de mettre autant d'argent dans Uber, à part la frénésie du capital et la frénésie de l'argent. Bon, c'est une vision un peu bizarre. Est-ce que ça veut dire que 250 investisseurs ne peuvent pas se planter collectivement et qu'Uber ne va rien valoir? Non. Ils le savent très bien que c'est une entreprise à risque. Sauf que, il y a 2 choses que vous devez comprendre. Il y a 15 ans, quand on mettait 1 milliard dans une boîte, c'était de l'investissement de long terme, c'était de l'investissement sûr, c'était de l'investissement refuge. Parce qu'une boîte qui levait 1 milliard, c'était une boîte qui était introduite en bourse et c'était une valeur sûre. Aujourd'hui, quand on met 5 milliards dans une boîte, c'est comme les mettre dans la start-up du coin. C'est que le taux de risque de l'argent qui est mis à 50 milliards de valo dans Uber est à peu près le même que les gens qui l'ont mis à 1 million de valo. Alors pourquoi? D'abord, parce que les gens qui ont mis à 1 million de valo, ils sont tous sortis. Et ça, c'est un élément important du modèle. C'est que quand vous passez de 1 million de valo à 50 milliards de valo, vous avez toutes les opportunités du monde de sortir. Vous avez ce qu'on appelle les marchés secondaires, vous avez des gens qui sont intéressés par accéder au deal alors qu'ils n'ont pas eu accès au deal, et donc eux, ils ont déjà capté une plus-value. Par exemple, l'un des cofondateurs de Uber a déjà sorti à titre personnel 1 milliard de dollars. Donc son risque personnel à lui, il est proche de 0. Maintenant, la question, c'est pourquoi les gens investissent à 50 milliards de valeur. Alors je vais vous dire un élément, un de mes très bons amis vient de mettre dans Uber à 50 milliards de valo, et ils ont fait une note interne de valorisation. Et la valorisation projetée d'Uber à 10 ans est de 1 trillion. Pourquoi 1 trillion? On peut se dire, ils sont complètement dingues, aucune boîte au monde ne peut valoir 1 trillion. Et vous savez, le taux de chance que 1 trillion de valo arrive, d'après eux, c'est 10%.
C'est-à-dire qu'ils estiment qu'un investissement à 1 milliard peut avoir 90% de chances de rater. Maintenant, la même note dit, noir sur blanc, que si Uber ne vaut pas 1 trillion, Uber ne vaudra rien. Il ne va pas y avoir de milieu. Alors pourquoi? Pour une raison simple. C'est que Uber, soit il passe la guerre de la réglementation, soit il ne la passe pas. S'ils passent la guerre de la réglementation, ils vont créer un nouveau monopole. S'ils ne la passent pas, ils n'ont rien. Donc vous avez vu, c'est une boîte qui a 5 ans et qui pourtant est toujours dans une relation binaire de survie. Le budget avocat de Uber aujourd'hui dans le monde, c'est 4 millions de dollars par semaine. 4 millions de dollars par semaine sont dépensés en lobby, en avocat, en QPC. Par exemple, il y a un cabinet à Paris qui s'appelle Brodin Pratt, qui ne fait que Uber toute la journée. Je ne sais pas combien il y a en retailer, mais quand je vois le nombre de questions prioritaires de constitutionnalité qu'ils déposent, c'est fascinant. Vous avez une start-up américaine qui interroge la constitution française quand même. Réfléchissez à ça. Alors maintenant, c'est quoi le rationnel de valorisation d'Uber? Imaginez que vous vous dites Uber est une société de taxi. Ok? Et vous vous dites, c'est la société de taxi qui va être en monopole sur le marché du taxi dans le monde entier. Ok? Donc vous prenez l'ensemble des marchés de taxi ou Uber européens, vous additionnez la valeur de toutes les boîtes de taxi, et vous arrivez à une valorisation de 57 milliards. Donc si vous vous dites que Uber va être le monopole du taxi dans le monde, aujourd'hui Uber vaut à peu près déjà la taille de cette boîte. La capitalisation totale des boîtes de taxi dans lesquelles les capitales dans lesquelles Uber opère, en supposant qu'Uber ait 80% du marché, c'est 57 milliards. Donc c'est pas ça que les gens achètent. Maintenant, poussons un peu plus. Disons-nous que Uber, c'est pas le marché du taxi, mais c'est une alternative au fait de posséder une voiture. C'est que les gens, au lieu d'acheter une voiture, ils vont prendre Uber. Et pour tous leurs besoins de déplacement. Même pour les trajets de moyenne distance. Par exemple, nous, bon, déjà personne n'a le permis dans notre équipe, bon, ça aide pas, on est bien obligé de prendre Uber. On a une maison de campagne où on emmène les entrepreneurs, on y va en Uber. Ça peut paraître dingue, on ne ferait pas ça en taxi, mais en Uber on le fait. Pourquoi? Parce que Uber ça coûte 50% moins que le taxi, déjà. Et si ça coûte 50% moins que le taxi, ça devient vraiment une alternative. Je vais prendre un cas très personnel, je dépense 24 000 € par an en Uber, et je ne suis même pas dans le top 10% des clients parisiens. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes addict à l'usage d'Uber, vous êtes addict. C'est fini. Vous utilisez que ça. Vous ne voyez pas un autre moyen de vous déplacer. Et en plus, vous avez toute la gamme. Vous allez de Berlin à Poole. Aujourd'hui, Poole, c'est moins cher que le bus. C'est une réalité. Enfin, si vous n'avez pas d'abonnement. C'est moins cher que le bus. Vous êtes dans une voiture, vous rencontrez des gens sympas, il y a une bonne ambiance, les chauffeurs sont polis, etc. La deuxième chose, c'est que maintenant, poussons encore un peu plus loin. Donc, supposons que c'est une alternative à la voiture. Dans ce cas-là, Uber vaut combien? Prenez la valorisation des constructeurs automobiles additionnés dans les pays, vous transférez leur marché dans les poches d'Uber, et on vient d'atteindre une boîte à 500 milliards. Alors, tout de suite, ça devient plus intéressant. Maintenant, pourquoi Uber pourrait être une boîte qui vaut 1 trillion? Et ça, c'est la dernière étape. C'est que maintenant, imaginez que Uber atteigne les 5 millions de chauffeurs dans le monde, à plein temps, sur Uber. 5 millions de chauffeurs. Et bien vous avez la grille logistique parfaite. Parce que les gens, à moins qu'ils lancent une offre pour voyager dans le coffre est disponible. Et le coffre, il peut servir à quoi? Il peut servir à de la logistique. Par exemple, à Madrid, Uber a lancé une offre qui s'appelle Uber Eats, qui va vous chercher à manger où vous voulez et vous le livre. Et à New York, ils ont lancé un Uber Post. Uber Post, c'est quoi? C'est faites livrer, c'est une offre de coursier. Donc maintenant, imaginez que cette boîte soit, grâce à son infrastructure, une alternative à votre voiture, une société de coursier, une société de logistique et une société de livraison. Et que tout ça soit en monopole. Parce qu'une fois que vous êtes dans la Uber, pourquoi en sortir? Vous utilisez autre chose? Quelqu'un utilise autre chose que Google ici? Voilà. Et vous pouvez appliquer ça à peu près n'importe quelle fonction. C'est qu'à partir du moment où il y a un monopole, c'est très très dur de casser le monopole. Alors maintenant, à propos des raisons de succès d'Uber. Il y a 4 ans, on a vu G7, on leur a dit, vous allez avoir très très mal avec Uber. Uber va vraiment vous faire mal, vous ne vous rendez pas compte.
Mais non, pas du tout, c'est une petite boîte de San Francisco, ils font des voitures de luxe, on est très différencié par rapport à eux. Très différencié. Là, je l'entends très souvent, celle-là. Ok. Ensuite, Uber a lancé Uber X. C'était une agression directe au taxi. Oui, mais en fait, nous aussi, on peut faire une app. Ok. Alors, faites une app. Ils ont fait une app. G7 aujourd'hui a une app. Pourquoi l'app G7 est une catastrophe? C'est pas parce qu'ils ne savent pas copier écran par écran l'app Uber. Ils savent très très bien le faire. Mais le seul écran qui n'a pas été copié par G7, c'est la notation des chauffeurs. C'est le seul écran qui a de la valeur. La seule valeur d'Uber. Pourquoi les chauffeurs sont polis? Vous savez, c'est comme quand je raconte, mes amis, quand ils viennent aux États-Unis, ils me disent toujours, oh là là, les Américains qui sont polis dans les restaurants. Je dis, non, ils sont typés. S'ils ne sont pas sympas, ils n'ont pas de salaire. Donc à la fin, même le pire misanthrope devient sympa. Ou sinon, il ne fait pas ce boulot, parce que de toute façon, il ne survit pas. Les chauffeurs Uber, c'est la même chose. Si vous avez un chauffeur pas sympa, il se fait virer. C'est une tyrannie. Uber a fait rentrer le travail des chauffeurs dans la tyrannie des usagers. Alors vous avez deux visions à ça. Vous pouvez vous dire, ah là là, on est en train de rentrer dans un monde affreux où ces pauvres types travaillent dur et n'ont pas de choix. Ou sinon, vous pouvez avoir ma vue sur le sujet, qui est de se dire, de toute façon, personne ne devrait faire un boulot qu'il n'aime pas, et que la tyrannie des utilisateurs, c'est quelque chose d'excellent, parce que ça pousse tout le monde à l'excellence. C'est un grand débat philosophique. Mais en attendant, c'est un débat, même quand les gens l'ont, ils ne peuvent pas s'empêcher de trouver que l'expérience Uber est unique. L'expérience Uber est unique parce que quand vous avez une mauvaise expérience, vous pouvez le dire. Quand vous avez une mauvaise expérience avec un taxi, vous faites quoi? Vous écrivez à la préfecture de police de Paris, comme on vous l'indique sur une jolie vignette sur la gauche de votre taxi. Personne ne fait ça. De toute façon, c'est pas comme si un jour la préfecture de police de Paris avait répondu à quoi que ce soit. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que Uber a créé une infrastructure de feedback tellement efficace, tellement instantanée, qu'elle peut à tout moment savoir si quelqu'un fait son travail ou pas. Et ça change tout en termes de service client. Et ça, c'est souvent une confusion qui est faite par rapport aux sociétés du numérique. C'est qu'on pense que la valeur des sociétés du numérique se trouve dans la techno ou je sais pas quoi, alors qu'elle se situe tout simplement dans un avantage client. Et tout simplement dans une gestion client exceptionnelle. Alors, un deuxième exemple que j'adore, alors que là, vous ne devez pas connaître, je me suis dit que j'allais prendre un cas que vous ne connaissiez pas, qui s'appelle Momentum Machine. Alors, Momentum Machine est la première société qui fabrique des hamburgers en intelligence artificielle. Alors déjà, le pitch, il est génial. Donc, le principe est très simple, c'est une machine qui fait 8 mètres carrés, ça fait 4 mètres sur 2. Elle fait 3 mètres de haut, et elle peut produire à peu près 1000 burgers par heure. Alors, comment ça fonctionne? Il y a à peu près tous les ingrédients frais. La machine prend les ingrédients, les coupe, les dispose, les cuit et livre un hamburger gourmet à la chaîne. Alors, il y a un concours qui a été organisé entre des grands chefs et Momentum Machine. Et c'est Momentum Machine qui a gagné. Et aucun grand chef n'a réussi à faire un burger qui était à l'aveugle mieux noté que Momentum Machine. Pour une raison simple, c'est que la qualité d'un burger, elle se fait dans une équation assez bête, qui est qualité des produits, tout le monde avait les mêmes produits, qualité de la découpe, parce que c'est quelque chose que les chefs japonais savent, la façon dont vous découpez un aliment change son goût, et la qualité des cuissons. Et alors en termes de précision de découpe et de précision de cuisson, par définition, aucun humain au monde ne peut faire mieux qu'une machine intelligente. Parce qu'une machine a des capteurs beaucoup plus précis que nous, on n'en aura jamais. Les capteurs sensoriels sont à l'instinct, ils ne sont pas précis. Aujourd'hui, Momentum Machine, quand les gens regardent cette société, et ça me fascine, ils disent c'est incroyable parce qu'ils vont pouvoir tuer de nombreux emplois et ça va être une catastrophe, ça va produire un chômage de masse. Et alors Momentum Machine, aujourd'hui, dans leur projection d'unité économique, c'est-à-dire de rationalité du modèle, ils ont à peu près exactement le même nombre d'employés que dans un fast-food et ils ont à peu près 3 fois la rentabilité d'un fast-food. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'élément est caché. L'élément n'est pas évident. Ce qui fait la valeur de Momentum Machine, ce n'est pas les gens. Si vous prenez un Big Mac, que vous vendez 6 €, le coût des salariés sur un Big Mac est de 20 centimes. Charge sociale incluse. Par contre, le coût du loyer est de 3 €. Les boîtes de restauration sont des boîtes de real estate. C'est pas du tout, c'est des boîtes d'immobilier, c'est pas des boîtes de personnel.
Le personnel est tellement sous-payé que ça coûte rien. D'ailleurs, Momentum Machine a pris un pari, c'est qu'ils transforment leur restaurant en lieux conviviaux où le seul boulot des employés, c'est pas de faire la cuisine, c'est de faire un service au top, d'aider les gens à utiliser les machines et de transformer les lieux en lieux événementiels. Ce qui est un boulot beaucoup plus sympathique qu'être toute la journée derrière une friteuse à faire des frites. Maintenant, pourquoi Momentum Machine est tellement rentable? Tout simplement parce que dans un fast-food aujourd'hui, la cuisine, ça occupe entre 2/5 et 3/5 de l'espace, en fonction de la taille de l'espace. Et c'est pour ça que dans l'immobilier, vous avez une équation un peu bizarre, c'est que si vous achetez un appartement à titre personnel, plus votre appartement est grand, plus le prix par mètre carré devient stable, voire est décroissant. Ça dépend des quartiers. Si vous achetez un restaurant, plus votre restaurant est grand, plus le prix par mètre carré est important. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans un restaurant, plus vous avez de place, plus la cuisine est marginale et plus vous avez d'espace rentable. Et plus vous avez d'espace rentable, plus votre modèle tourne bien. Maintenant, imaginez que vous pouvez remplacer une cuisine, alors 1000 burgers par heure, il faut une cuisine de 120 mètres carrés, juste pour que vous compreniez le principe. Et maintenant, imaginez que dans 8 mètres carrés, vous avez la rentabilité d'une cuisine de 120 mètres carrés. Vous voyez le modèle financier? C'est que d'un seul coup, ils peuvent se concentrer sur tous les espaces petits que personne ne veut. Le dernier à avoir fait ce coup-là, c'était Subway. Pourquoi Subway a tellement de succès? Parce qu'ils ont supprimé la cuisine. Après, Subway ne rime pas avec le bien-être gustatif. Là, pour le coup, ça rime avec le bien-être gustatif parce que les produits sont bio, parce que c'est entièrement intégré. Maintenant, une autre chose pour vous expliquer la différence entre une société avant et une société aujourd'hui. Momentum Machine, s'ils avaient été créés dans les années 90, ça aurait été un fournisseur pour McDonald's. Le modèle, ça aurait été quoi? Le modèle, ça aurait été de faire un prototype, d'aller voir McDonald's, de leur montrer le prototype, de leur demander de l'argent pour le développer et de toucher des royalties à chaque fois qu'une machine est installée ou du chiffre d'affaires à chaque fois qu'une machine est installée. On est d'accord? Ok, Momentum Machine, ils font un prototype, ils vont lever 38 millions de dollars pour ouvrir leur premier restaurant, créer des équipes, embaucher un VP de chez McDonald's et aller ravager McDonald's. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Il s'est passé deux choses. La première chose, c'est qu'il y a 10 ans, un PhD de robotique de Stanford, il ne pense pas qu'il peut créer une start-up. Aujourd'hui, un PhD de robotique de Stanford, s'il ne crée pas une start-up, il a raté sa vie. Donc forcément, ils essayent tous, et quand tout le monde essaye, forcément, il y en a bien qui finit par réussir. C'est juste un jeu des grands noms. Deuxième chose, c'est que 38 millions de dollars, aujourd'hui, c'est devenu pocket money dans la planète. Pourquoi? Parce que concurrencer McDonald's, c'est potentiellement une market cap à 200 milliards, 300 milliards. Vous pouvez mettre au premier round à 100 millions de ballots, 150 millions de ballots, ça ne change rien en fait. Au contraire, vous avez ce phénomène un peu bizarre, et plus vous mettez d'argent, plus le projet a de chance de réussir, plus il a de moyens. Et pourquoi? Parce que tout simplement la tension concurrentielle est qu'aujourd'hui, McDonald's a adopté ce modèle, imaginez que McDonald's veuille copier cette machine, et bien, il va falloir faire des transformations qui sont structurellement impossibles pour McDonald's. Il paraît que McDonald's a fait déjà une dizaine de réunions sur le sujet. Blague à part, c'est vrai. Quelle est la réponse d'un McDonald's face à ça? C'est de faire des réunions. D'ailleurs, ça fait 1 an et demi que leur équipe de corporate dev essaie de racheter Momentum Machine. 1 an et demi. Vous imaginez en 1 an et demi ce que cette société a fait comme progrès? C'est que vous appliquez, comme ces grandes sociétés appliquent comme méthode de défense à des exponentielles, des courbes linéaires. C'est-à-dire que vous êtes face à une exponentielle où ils vont peut-être mettre 3 ans à ouvrir leur premier restaurant, ils vont peut-être mettre 4 ans à en ouvrir 10, enfin 1 an de plus à en ouvrir 10, et le millier de restaurants, ce sera l'année d'après. C'est ça une exponentielle. Une exponentielle, au début, on a toujours tendance à la surestimer, et on a toujours tendance à la sous-estimer sur le long terme. Il n'est pas impossible que dans les 5 ans qui viennent, Momentum Machine ouvre 10 000 restaurants. Alors, l'une des réponses de McDonald's, c'est d'essayer de faire du lobby auprès de la législation pour interdire à un robot de faire un burger pour des questions d'hygiène. C'est drôle, quand même. Alors, qu'est-ce qui serait passé il y a 10 ans? Il y a 10 ans, quand vous preniez ce genre de bataille de lobbying dans la tête, en tant que petite société, vous mourrez. D'ailleurs, il y a un cas très célèbre en France, moi qui me fascine, c'est Air Liquide. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette société Air Liquide, mais vous savez, ils font de l'air liquide. Et en France, on a une législation très dure sur la pureté des bonbonnes d'air.
Et cette législation change de quelques pourcents depuis 20 ans de façon continue. C'est parce que chaque fois que les concurrents d'Air Liquide font un peu plus pur, la législation monte. Et comme ça, ils ont préservé leur monopole. Bon, bah, ça, c'était possible avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, quand McDonald's fait passer ce genre de loi, Momentum Machine fait une vidéo qui montre l'hygiène toute relative d'un employé de McDonald's face à l'hygiène parfaite d'un robot. Et cette vidéo est vue des centaines de millions de fois, et le législateur a juste peur d'être ridicule. On ne peut plus être dans l'antichambre et se dire je vais passer une loi en douce que personne ne va voir pour arranger mon ami de chez McDonald's. Exactement la même situation que ce qui se passe en ce moment avec les taxis. Regardez le lobbying intense que les taxis sont en train de déployer. Pour quel résultat? Pour un résultat très simple, les gens les détestent de plus en plus. Et c'est pas plus compliqué. Plus ils déploieront un lobbying, plus c'est dur. D'ailleurs, si les taxis étaient de la génération numérique, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils feraient taxi gratuit pendant 15 jours. Et à chaque fois que quelqu'un prendrait un taxi, il y aurait une petite photo d'eux avec. Moi, si j'étais directeur de G7, je prendrais une photo de la famille de chaque taxi, je ferais imprimer des cartes postales, et à chaque fois que quelqu'un monterait dans un taxi gratuit, je mettrais la carte postale en disant « Cette famille est en danger à cause de vous ». Ça, c'est une réponse à Uber. Par contre, aller casser la gueule de gens, aller empêcher les gens de prendre leur voiture, etc., ils ne font que renforcer Uber. Qu'est-ce qui va se passer demain quand toute personne va trouver de taxi? Tous les gens qui utilisent Uber diront aux autres, t'as qu'à utiliser Uber, il y en a disponible. Ils sont simplement en train d'accélérer le go-to-market Uber. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'un monde où les décisionnaires étaient centralisés, où on pouvait aller dans l'antichambre, on pouvait payer Image 7 pour aller dans l'antichambre du ministre de l'Intérieur, faire passer une loi et faire passer des arrêtés préfectoraux illégaux pour faire interdire, à un monde où même quand il y a un arrêté préfectoral, vous continuez à rouler. Parce que ce que Uber est en train de faire, c'est qu'ils ont le soutien des utilisateurs. Et quand vous avez le soutien des utilisateurs, la règle ne compte pas. Et de ce point de vue-là, ces sociétés sont extrêmement politiques, et elles sont extrêmement habiles dans la gestion des communautés. D'ailleurs, le numéro 2 d'Uber, c'était le directeur de la campagne électorale d'Obama. Réfléchissez à ce genre de mix. Alors, parce que le temps passe vite, je vais vous prendre un troisième exemple, comme ça on va rester dans l'alimentation. Et pour vous montrer que l'entrepreneuriat et les sociétés du numérique, ça ne concerne pas que le virtuel. Alors, on commence à en avoir un aperçu avec Uber, etc. Mais j'aimerais vous parler d'une société de The Family, comme ça je vais faire un peu de pub, qui s'appelle Agricool. Alors, le site c'est agricool.co, vous pourrez aller voir. Alors, Agricool, c'est quoi? C'est les premiers conteneurs d'agriculture bio. Il est délirant, ça. C'est les premiers conteneurs d'agriculture bio qui permettent en centre-ville de produire plusieurs tonnes d'aliments par an. Alors comment ça fonctionne? C'est un conteneur dans lequel il y a des aliments. Alors on commence avec des fraises, parce que les fraises, vous ne pouvez pas en manger toute l'année de qualité, et puis de toute façon elles ne sont pas bonnes, elles sont importées d'Espagne. Et en fait, il y a un point derrière le business model d'Agricool, c'est que si vous regardez à euro constant, l'agriculture au XXe siècle, en fait, ça coûte à peu près le même pourcentage de se nourrir aujourd'hui que dans les années 50. Il n'y a pas vraiment eu de surcoût. Par contre, il y a un élément, c'est que pour la première fois, les gens de cette génération mangent moins bien que la génération précédente, et les gens de cette génération mangent moins bien que leurs grands-parents, et ils mangent encore moins bien que leurs arrière-grands-parents. C'est-à-dire que depuis les années 50, il y a un phénomène unique depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est que l'agriculture étant rentrée dans l'industrialisation a rimé avec baisse de la qualité des produits. Et par exemple, on est en train de découvrir des choses affreuses. Il y a une étude qui a été faite sur les cheveux des Parisiens, et on a à peu près 27 perturbateurs endocrinaux dans nos cheveux. C'est terrible. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la seule réponse qu'on a à la surproduction, c'est les produits chimiques. Alors, en face de ça, il y a un mouvement qui est le mouvement du bio. Et le bio, le problème, c'est que le bio, ça ne nourrit pas la planète. Si on devait aujourd'hui nourrir l'ensemble des habitants de la planète par du bio, on n'a tout simplement pas suffisamment de terres arables. Pourquoi? Parce que c'est une agriculture qui n'est pas une agriculture de rendement et protéger la nature. Alors, ce que je trouve intéressant avec Agricool, c'est de dire finalement pourquoi l'agriculture est de moins en moins bonne qualité. Pour la simple, et alors qu'on est toujours au même prix et au même pourcentage de dépenses,
Tout simplement parce que le transfert de valeur, c'est fait entre le producteur et le distributeur. Et si aujourd'hui vous regardez un kilo de fraises, il y a à peine 1% de l'argent qui part au producteur, mais 99% de l'argent va dans la distribution et le transport. Donc Agricool dit c'est très simple, on va renverser cette courbe malsaine, on va passer le pourcentage le pourcentage de production, on va l'augmenter. Produire des fraises dans un conteneur, ça coûte une fortune. Mais par contre, on va supprimer deux choses. On va supprimer, le transport, parce qu'on va produire dans le centre des villes, ou du moins à la périphérie proche des villes, et donc on n'a pas de problème de transport. Et la deuxième chose, c'est qu'on va assurer la distribution nous-mêmes. Un peu comme sur un modèle de la ruche kiwi, si vous connaissez la ruche kiwi. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. C'est l'idée que vous allez tout simplement organiser. Vous imaginez que là, à la cave, il y a un conteneur et que vous pouvez aller chercher votre panier de fruits et de légumes et payer par carte dans une interface qui est une machine et le robot vous donne votre panier de fruits et légumes. Vous voyez, on pourrait se dire, c'est pas du numérique, c'est de l'industrie, mais pourtant c'est du numérique dans trois sens. La première sens, c'est que ça cherche des rendements d'échelle, ça cherche de la scalabilité. Ça cherche à conquérir le monde et ils ne veulent pas installer un conteneur, ils veulent en installer des millions. Et ça, c'est une première différence. La deuxième différence, c'est que la technologie qui permet à deux fils d'agriculteurs, alors l'histoire est géniale, deux fils d'agriculteurs bretons, qui permet à deux enfants d'agriculteurs de pouvoir créer ce genre de technologie, c'est Google. Parce que l'ensemble des techniques qui permettent ça sont documentés, sont disponibles. C'est des articles que personne n'a lus, et c'est des articles qui avant n'étaient pas accessibles. Comprenez que la distance entre la volonté d'un entrepreneur et le savoir nécessaire pour exprimer cette volonté n'a jamais été aussi réduite. Par exemple, on a un proverbe à The Family, tout ce que vous ne savez pas s'apprend. Et ça, c'est une différence. C'est-à-dire qu'avant, on devait chercher des experts, on devait chercher... Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont des gentilshommes de l'entrepreneuriat, ils apprennent ce qu'ils ont besoin d'apprendre en fonction des besoins, quel que soit le domaine. Et la troisième chose, c'est que ces conteneurs et cette distribution est possible parce que l'Internet est là. Comment mobiliser des millions de gens autour d'un concept comme ça si vous n'avez pas Internet? Imaginez que vous ayez besoin de passer à la télé. Et pourquoi? Parce que Internet a commoditisé la distribution. Avant, un produit, il avait deux bonnes raisons de fonctionner. La première, c'est qu'il était de qualité. La deuxième, c'est qu'on avait acheté beaucoup de pubs. Alors quand on avait les deux, c'était parfait. Mais regardez le nombre de produits, excusez-moi l'expression, de merde, qu'on a subi pendant des années sous prétexte que le marketing était incroyable. Je pense que le summum de cette génération, c'est Windows 95. Windows 95, c'est 80 millions de dollars de frais de développement, 850 millions de dollars de frais de marketing. C'est comme un film de Hollywood. 80 millions de dollars de développement, 850 millions. Je ne sais pas si vous vous souvenez de 95, moi j'étais un peu jeune en 95, mais je me souviens de ces images à la télé, au JT de TF1, qui racontait qu'une femme dans l'Iowa avait été piétinée au lancement de Windows 95, parce que les gens à la sortie du Walmart attendaient, et ils se sont rués sur les boîtes pour acheter le système d'exploitation. Windows 95. Pourquoi? Parce que Windows 95 a été vendu comme un film un an en amont. À cette époque, des génies du marketing pouvaient faire des choses extraordinaires. Et ils n'avaient pas besoin de faire des choses extraordinaires en termes de qualité de marketing. Ils avaient simplement besoin de bombarder tout le monde à un tel point de saturation que les gens finissaient bien par céder. Technique assez connue pour convaincre les gens. Maintenant, le monde s'est complètement renversé. Je peux vous raconter une anecdote. En 2012, j'étais à un dîner de gala à San Francisco. Et j'étais à côté du patron de CBS et de Mark Zuckerberg. Et le patron de CBS dit à Mark Zuckerberg, pourquoi tu détruis la valeur dans notre business? Mark Zuckerberg a dit, je ne comprends pas, je n'étais pas au courant que je faisais ça, mais il faut m'excuser. Il dit, je vais t'expliquer. Avant, il y avait une relation linéaire entre le budget d'un film et le succès d'un film. C'était très simple. On dépensait 200 millions de dollars, on avait la garantie qu'on avait au moins 400 millions de dollars de recettes. Après, si le film était bon, vous pouvez faire 1 milliard. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et il dit, maintenant, les gens dans le cinéma disent aux gens dehors que le film est mauvais. Alors Mark Zuckerberg regarde et dit, il suffit de faire des bons films.
Le type me dit, mais tu sais ce que ça coûte de faire des bons films? Tu imagines le travail que ça nécessite? C'est hyper dur. Et c'est en fait, c'est en ça que le monde du venture est très compliqué. C'est que le monde du venture, c'est un monde dans lequel les leçons et les règles sont très contre-intuitives. Alors j'aimerais juste finir là-dessus en 5 minutes, et comme ça après, vous allez pouvoir me poser plein de questions. C'est quelles leçons on peut tirer des cas que je vous ai donnés? La première, et ça j'aimerais le dire et je pense que je le dis jamais assez, la technologie ne fascine que les gens qui ne la comprennent pas. D'ailleurs, il y a un livre génial sur le sujet de Lévi-Strauss sur la naissance des chamans. Vous savez ce que c'est un chaman? Un chaman, c'est un type qui un jour va dans la forêt, bouffe une plante, ça a un effet sur lui, il revient et dit à un type de bouffer une plante et lui dit « Ah, t'as des pouvoirs magiques ». Et à ce moment-là, il a un choix à faire. Il a le choix de la raison, lui expliquer que non, ça n'a rien de magique, c'est juste une plante, qu'il en a testé plein, qu'il y en a qui rendent malades, qu'il y en a qui rendent pas malades. Ou il a le choix du chamanisme. Et là, on lui met un chapeau sur la tête, les gens dansent autour de lui et il devient le leader spirituel du village. Pourquoi? Parce qu'il a une information que personne n'a. Les informaticiens, les programmeurs, les gens de la technologie, certains entrepreneurs sont les nouveaux chamans. Énormément d'entre eux ont pris le choix de perdre les gens dans un jargon, dans une conversation que personne ne comprend. Et surtout que personne n'a envie de comprendre. Ça n'a pas d'intérêt en fait. C'est un peu comme si vous vous disiez que pour conduire une voiture, il fallait savoir comment un moteur fonctionne. Et d'ailleurs, moi je ne sais même pas comment un moteur fonctionne, et je peux vous dire, je n'ai rien à faire. Mais alors, à un point pas possible. Pourquoi? Parce que la technologie est une commodité. Les sociétés de la Silicon Valley sont parmi les plus puissantes au monde en technologie, sont parmi celles qui aujourd'hui produisent le plus haut niveau de savoir-faire, et elles n'en ont rien à faire. Par exemple, Renault a visité Tesla dans un tour que je vous racontais au début, et je me souviendrai toute ma vie de cet ingénieur de Renault qui, pendant les 3 jours de voyage, m'a parlé du pot d'échappement de la Twingo. Parce que le pot d'échappement de la Twingo, c'était une révolution. C'était je sais pas quoi. Et en réunion à Tesla, j'ai parié 50 $ avec un type qu'il allait poser la question au type de Tesla à propos des pots d'échappement. Et j'étais sûr qu'il ne penserait pas qu'une voiture électrique n'avait pas de pot d'échappement. Et bien ça n'a pas manqué. Et sinon, les pots d'échappement, déjà j'ai appris à le dire en anglais, j'aurais jamais cru savoir faire ça en anglais. C'est typique en fait de la culture ingénieriale française. C'est typique d'une situation où la France, depuis 20 ans, se demande comment, avec les meilleurs ingénieurs du monde, on n'a pas pu produire plus de boîtes technologiques. Alors, ma théorie, c'est parce que justement, on a les meilleurs ingénieurs du monde. D'ailleurs, nos ingénieurs sont tellement bons qu'ils cassent la tête de tout le monde et qu'ils passent leur temps à faire des choses dont tout le monde s'en fout. Parce qu'à la fin, dans le numérique, ce qui compte, c'est pas la techno. Évidemment, si vous faites des choses qui ne fonctionnent pas, c'est pas parce que c'est une commodité que ça ne fonctionne pas. Pour vous donner une image, la technologie et la techno et aux startups, ce que la fosse sceptique est une maison de campagne. C'est par définition, c'est très important. Si ça ne fonctionne pas, on est carrément vous voyez, mal. Mais par contre, c'est pas un sujet, quand vous construisez votre maison de campagne, vous vous dites pas, il y a la fosse sceptique. Et vous n'allez pas débattre avec l'architecte de la forme de la fosse sceptique. Vous voulez juste que ça fonctionne. Ben, c'est exactement la même chose dans la techno. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une définition en France, entrepreneuriat égale techno. C'est une définition à côté de la plaque. L'entrepreneuriat égale conquête des marchés. L'entrepreneuriat égale satisfaction client. L'entrepreneuriat égale amener quelque chose d'impossible dans le monde du possible. C'est réduction des coûts. Tout ça, c'est des actes d'entrepreneuriat. La techno, c'est juste un outil. La deuxième leçon, et ça, je pense que c'est l'une des plus contre-intuitives, c'est que pendant tout l'ère industrielle, le fait de scaler, c'est-à-dire passer à l'échelle, passait par une réduction de la qualité. C'était ça le sujet. Le sujet, c'est que pour industrialiser quelque chose, il fallait en dégrader la qualité. Et c'est pour ça qu'on parle de produit de masse. On est dans un monde où on a une meilleure image de l'artisanat que d'un produit de masse. Vous n'allez jamais vous dire que McDonald's sera meilleur qu'un grand chef qui a préparé un plat pendant 4 heures. Le retournement du numérique, c'est que dans le numérique, le scale veut dire une meilleure qualité. Google est bien meilleure qualité avec 1 milliard d'utilisateurs qu'avec 1 million.
Airbnb est bien meilleure qualité avec 100 millions d'appartements en stock qu'avec 1 million d'appartements en stock. Momentum Machine est bien meilleure qualité en produisant des centaines de millions de burgers qu'en produisant 10 burgers. Pourquoi? Parce qu'on est passé dans le monde où les investissements étaient linéaires à un monde où les investissements sont des coûts fixes. Vous savez, avant, on avait cet outil de production, le fameux CAPEX, qui est fonction des revenus. Et on a même des ratios de CAPEX sur revenus. Dans une startup, vous ne pouvez pas avoir des ratios de CAPEX sur revenus. Dans une startup, le CAPEX, c'est un coût fixe. Développer Google pour 1 million de personnes ou pour 1 milliard de personnes, c'est le même coût. Et donc, ça change tout dans le niveau de risque que vous prenez. Ça change tout dans le pari que vous prenez. Parce que ça veut dire que vous êtes beaucoup plus susceptible de vous tromper. Et dans l'ère entrepreneuriale, le scale, les passages à l'échelle, ça veut dire qualité de produit et augmentation de la produit. Alors, tout ça a une implication très forte, c'est que la guerre des talents est extrêmement forte. D'ailleurs, nous, on voit un phénomène à The Family. Les entrepreneurs qui échouent dans The Family, la plupart du temps, c'est pas parce que leur start-up a échoué, c'est tout simplement parce qu'ils abandonnent et qu'ils rejoignent une start-up qui réussit. Et cette guerre permanente des talents que certaines entreprises arrivent à attirer mieux que d'autres, c'est un sujet. Parce que la différence de productivité entre un profil traditionnel et un profil pas traditionnel est énorme. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez un mauvais programmeur et un bon programmeur, il n'y a pas une différence de productivité de x2 ou x3. Ça peut être une différence de productivité de x10 000. Ça change tout. Réfléchissez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. 16 designers pour un département industriel chez Apple. 16. C'est pas... D'ailleurs, si vous voulez lire l'article sur le sujet, le New Yorker a fait un grand profil de Johnny Ive, où tout le process est raconté sur comment il travaille et comment il recrute. C'est l'une des plus belles pièces de journalisme sur le sujet. Parce que ça montre qu'ils ont adopté quelque chose qu'aucune société du monde n'oserait adopter. Un autre exemple, Facebook a une institution qui s'appelle Let's Kill a Job. On fait ça une fois tous les 3 mois. Le principe est très simple, vous avez 48 heures pour tuer votre emploi, et si vous le faites, vous êtes promu. Par exemple, il y a un ingénieur pour 250 000 serveurs dans le data center de Facebook. Un ingénieur pour 250 000 ingénieurs. Je ne vais pas vous parler du département IT d'une grande boîte du CAC 40. À mon avis, le ratio est inversé. C'est-à-dire qu'il y a plus d'ingénieurs que de serveurs. Ils sont à 4 sur un serveur. Et pour une raison assez simple, en fait. C'est que Facebook a attiré un niveau d'excellence et a créé une institution très darwinienne pour tendre vers cette excellence. Ce n'est pas gratuit, cette excellence. Ça suppose des efforts organisationnels et ça suppose des niveaux d'investissement que la plupart des boîtes n'accepteraient pas. Mais Facebook l'a fait parce qu'ils savent que c'est le seul moyen de réussir. Parce que vous mettez vos photos sur Facebook, vous avez l'impression que mais c'est des challenges technologiques extraordinaires. Mais cette technologie, elle est magique parce qu'elle est invisible. On ne vous en parle pas. On n'a pas besoin de vous en parler. Tout simplement parce que vous mettez votre photo et cette photo est stockée. Le problème, c'est que 1,5 milliard de personnes font la même chose toutes les heures. Alors d'un seul coup, ça devient un challenge technique. L'autre élément, c'est que la distribution et le marketing est devenu une commodité. Et alors, j'explique souvent que le marketing est mort. Alors les gens me disent, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, l'idée qu'on peut acheter son acquisition est morte. Aujourd'hui, le marketing vit que dans une approche de la qualité produit et de l'excellence produit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de la communication, ça veut juste dire que le simple espoir d'acheter de la pub, le marketing, ça ne transforme pas un mauvais produit en bon produit. Ça transforme un produit inconnu en produit connu. C'est ça le rôle du marketing. Et si votre produit est mauvais, même si vous y mettez de l'argent, les gens sauront toujours qu'il est mauvais. Et la différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est qu'il y a 10 ans, les gens évaluaient assez peu la qualité des produits. Aujourd'hui, les gens sont devenus hystériques. Vous savez, le royaume de l'Internet, c'est un royaume où les gens sont anonymes et affreux. Sans doute parce que ça révèle beaucoup de choses sur notre nature. Et notamment, ils sont dans un niveau d'exigence et d'excellence qui est très dur. Et alors, dernier élément, est-ce que tout ceci est une bulle? Je pense pas. Et je pense que c'est la question légitime qu'on peut se poser. Mais je pense qu'on a une très très mauvaise approche de la bulle
parce qu'on a été traumatisé par 2001. Alors j'aimerais juste vous donner un chiffre. En 2001, il y a 70 millions de personnes sur Internet. Et la capitalisation totale des boîtes de l'Internet, c'est 1,7 trillion. Aujourd'hui, il y a 2,7 milliards de personnes sur Internet. Et la capitalisation totale des boîtes de l'Internet, c'est 1,7 trillion. Donc, déjà en termes de ratio, la valorisation paraît beaucoup plus raisonnable qu'elle ne l'était il y a 15 ans. Le deuxième sujet, c'est que, est-ce que c'est une bulle parce que des startups sont surfinancées et qu'elles font faillite? Non. Vous savez, on parle des unicorns. Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot, mais les licornes, c'est la façon dont sont qualifiées toutes les boîtes qui valent plus d'1 milliard dans la vallée. Et il y a un investisseur qui a dit cette phrase très drôle. Il a dit « Maybe some unicorn will die, but for sure, every dinosaur will disappear. » Et c'est peut-être ça, en fait, le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de boîtes du numérique qui vont mourir? Oui. Et d'ailleurs, c'est le jeu, et c'est structurel, et c'est le risque qui est pris. Par contre, est-ce que tous ces dinosaures vont maintenir leur statut et maintenir leur position? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Et la différence avec le monde des startups, c'est que ce n'est pas dans le modèle. Dans le modèle industriel, faire faillite, ce n'est pas une option. Dans le monde numérique, c'est la norme. D'ailleurs, si vous prenez le monde des startups, la norme, c'est pas de réussir, hein, c'est d'échouer. C'est pas... D'ailleurs, dans ma présentation, on disait que je parlais très bien de l'échec, mais je le ressens même pas comme ça. J'ai levé de l'argent, j'ai perdu de l'argent. C'est pas que je vis bien l'échec, je le vis mal. Enfin, tout petit vit bien l'échec. Je préférerais être milliardaire. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est juste la norme. C'est un peu comme si vous disiez le type était sélectionné aux Jeux Olympiques, il n'a pas gagné, il le vit mal. C'est un peu le même niveau. La plupart des sportifs de haut niveau le vivent pas mal. D'ailleurs, ceux qui le vivent le plus mal, c'est ceux qui ont failli être premiers et qui sont faits deuxième. Ils le vivent beaucoup plus mal que le type qui a participé aux Jeux Olympiques. C'était déjà un achievement de participer aux Jeux Olympiques. Et c'est un peu le même modèle. Il n'y a qu'une médaille d'or à la fin. Et le numérique ne produit qu'une grande boîte tous les ans. Elle n'en produit pas 200. Donc, à la fin de tout ça, mine de rien, il y a quand même une rationalité économique extrêmement forte. Il y a quand même une situation où aujourd'hui, des sociétés peuvent opérer un monopole à l'échelle planétaire. Et ça, le grand problème, c'est qu'on ne sait pas combien ça vaut. Reprenons le cas d'Uber, parce que c'est l'actualité. Quelle est la valorisation d'un Uber qui produit 200 milliards d'EBITDA par an? Est-ce qu'il y a beaucoup de boîtes? Regardez Google. Google produit 37 milliards de cash tous les trimestres. Regardez Apple. Apple a aujourd'hui plus de cash sur sa cash balance, que le gouvernement américain. Si vous prenez le compte de réserve du gouvernement américain, il est moins rempli que les caisses d'Apple. On n'a pas pris le gouvernement du Zimbabwe. Je me souviens quand j'étais petit, on disait Total est plus puissant que les 10 premiers pays d'Afrique. D'accord. Là, on parle d'une boîte, une seule, qui a plus d'argent que le gouvernement américain. C'est quand même un changement. Après, les gens disent c'est une bulle. Oui, en attendant, il y a quand même un fondamental très sûr. C'est qu'Apple produit du cash. Est-ce que Apple peut faire faillite? Plus que jamais, en fait. C'est ça qui est dingue. C'est qu'avant, quand vous étiez dans ce genre de position, on avait un horizon de temps qui était infini. Mais vous n'êtes pas à l'abri que que d'abord les gens s'occupent d'Apple, que Apple ne se renouvelle pas, qu'ils font lancement de produits sur lancement de produits ratés, etc. Bon, ils ne semblent pas du tout dans cette voie-là, c'est ce que je dis. Ils sont plutôt dans la voie inverse. Ils vendent des montres à 17 000 $, avec 15 000 $ de marge. Donc ils sont en train de faire des choses qui paraissaient impossibles. Et en fait, c'est ça le sujet, c'est que ces boîtes du numérique nous ramènent à un devoir d'humilité. C'est qu'au lieu de les prendre comme des caricatures et se dire tout ça c'est n'importe quoi, il faut plutôt prendre l'inverse et se dire comment tout ceci est acceptable en fait. Et c'est pour ça que profondément je pense que c'est pas une bulle. Est-ce que ça veut dire que le marché du financement ne va pas se retourner? Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas y avoir? Si, parce que la bulle aujourd'hui c'est pas le marché du financement. Aujourd'hui la bulle c'est le taux des intérêts trop bas. Évidemment, si les taux d'intérêt remontent, il y aura moins d'argent dans les startups, ce sera plus dur de financer une startup, et ça la remettra du côté du muscle. Mais ça ne veut pas dire que les startups vont disparaître. Ça veut simplement dire qu'il y aura moins d'argent pour faire les startups. Et c'est en ça, une bulle, c'est un phénomène où on achète des tulipes pour plusieurs centaines de millions. C'est les premières grandes bulles financières,
c'est des tulipes de Hollande. Ça, c'est une bulle. C'est qu'il n'y a pas de sous-jacent, il n'y a pas de valeur. C'est même pas qu'il y a du risque, c'est juste que ça vaut rien. Une bulle de tulipe, ça vaut rien. Point. Donc, c'est spéculatif. Une start-up comme Uber, c'est pas spéculatif. C'est risqué. Et on rentre dans une ère de l'économie où on accepte des risques qu'avant on ne prenait pas. Mais par contre, c'est pas une bulle. Au sens où si ça fonctionne, le sous-jacent, il est incroyable. Merci beaucoup. Alors, je suis sûr que vous avez plein de questions. Enfin, j'espère que vous avez plein de questions. On m'a dit que vous étiez très actifs. Ouais. On parle beaucoup de la vallée, on parle moins d'Asie, qui est en fait en train de... Ça donne une nouvelle dimension. On parlait d'Uber tout à l'heure. On n'a pas le risque aussi que Uber se fasse ubériser lui-même par des gens cacao taxi. Alors, c'est une très bonne question. Alors, ça, c'est un biais. Est-ce que vous pouvez répéter la question parce qu'on Oui, bien sûr. On parle beaucoup de la vallée, mais on ne parle pas de l'Asie. Est-ce que Uber n'a pas un risque de se faire ubériser par les sociétés équivalentes en Chine qui sont en train de lever des milliards? Alors, c'est une question très intéressante. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça. D'abord, parce que c'est un marché que je connais beaucoup moins bien. Donc, très honnêtement. Et le marché de l'Internet chinois, c'est un marché isolationniste. C'est-à-dire que c'est un marché intérieur tellement grand qu'aucune société chinoise ne ressent le besoin de se développer à l'échelle globale. Et ça, c'est très bizarre. C'est en ça, le numérique chinois n'est pas numérique. Parce que le numérique a cette vocation de monopole global. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Uber s'est lancé dans 120 pays en 5 ans. C'est quelque chose qu'avant, une boîte ne faisait pas. Aujourd'hui, ça paraît normal. Nous, on a une start-up chez nous qui s'appelle Star au Service. Elle déploie 80 pays en même temps. Et c'est une infrastructure de 80 personnes. C'est une personne par pays. Une personne pour ouvrir un pays. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, en fait, cette globalisation. Les sociétés chinoises ne sont pas dans cette logique. Les sociétés chinoises sont dans une logique d'enfermement et de relations très gouvernementales. Maintenant, un autre élément intéressant sur les sociétés chinoises, c'est qu'elles ont beaucoup de mal de sortir de Chine pour une autre raison, c'est que l'Internet chinois est le seul Internet payant du monde. En Chine, payer pour l'équivalent de Facebook, ça paraît tout à fait normal. En Europe, on a instauré une culture du gratuit un peu par hasard sur Internet, dont on ne sort pas, et qui crée en fait des sociétés très différentes. Alors les investisseurs chinois, on en a reçu la semaine dernière, c'était très drôle, la seule question qu'ils posent sur les startups, c'est quel est leur revenu. C'est quoi leurs fondamentaux, c'est quoi leurs chiffres. Et ça, c'est très différent d'une culture de l'investissement où ça va être plutôt des courbes de long terme. On ne va pas faire trop de revenus au début parce qu'on essaie de conquérir une position. Et quand on a une position dominante, on va optimiser le revenu. Et ça, de ce point de vue-là, l'Internet chinois est très favorisé. Mais le problème, par exemple, le cas le plus connu en ce moment, c'est Line. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, Line, c'est une app que les jeunes utilisent pour s'envoyer des messages. Line, c'est une app où les émoticônes, c'est-à-dire les images que les gens s'envoient, ils sont payants. Et j'ai rencontré le PDG de Line à Tokyo il y a 3 mois. Et il me disait, on s'est lancé en Europe il y a 6 mois, c'est une horreur. Personne ne veut payer, on se prend des insultes parce que c'est payant. Et pour lui, c'était vraiment un problème de paradigme en fait. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi des gens ne payent pas un sticker virtuel. Quelle idée. Ça a beaucoup de valeur. Et donc, il y a deux mondes numériques qui sont en train de vivre l'un à côté de l'autre. Et c'est vrai que les géants chinois du numérique sont incroyables. Ils produisent un cash, Tencent produit beaucoup plus de cash que Microsoft. C'est pas, mais Tencent, on n'en a pas parlé ici. Ils n'y arrivent pas. Alors Alibaba, par exemple, a ouvert une practice venture dans la vallée pour acheter énormément de startups dans la vallée. Donc, Alibaba, c'est le Amazon version chinoise. Mais pareil, c'est pareil. Tous les deals qu'ils font sont des deals où les revenus sont extrêmement importants. Ils ne peuvent pas financer un Facebook. Ils ne peuvent pas avoir la patience de financer un Facebook. Je voulais revenir sur deux familles. Je voulais savoir si c'est un business rentable. Alors, oui. Alors, le problème, c'est que c'est une question biaisée. Il y a deux façons de voir notre business. Par long terme et court terme. Non, même sur le court terme. Il y a deux façons de voir notre business sur le court terme. Parce qu'en fait, The Family, c'est une société de service
qui par définition est rentable, et c'est une société d'investissement, qui par définition est déficitaire. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère le service dans l'investissement parce qu'on espère produire un multiple grâce à ce transfert. Si vous regardez les sociétés d'investissement traditionnelles, ce qu'elles font, c'est qu'elles lèvent de l'argent, elles facturent une partie de son argent pour vivre, ce qu'on appelle des management fees, et elles déploient le reste du capital. Ce qui fait que quand vous confiez 100 millions d'euros à un fonds d'investissement venture, il y a à peu près 30 millions qui sont siphonnés en frais. Dans le cas de The Family, c'est un peu différent parce que nous, le capital qu'on déploie, on le déploie sans frais pour nos investisseurs. On ne prend aucun frais à nos investisseurs parce qu'on a une activité de service rentable. Donc sur le court terme, par définition, le service c'est forcément rentable parce qu'il faut vraiment être mauvais dans le service pour ne pas être rentable. Vous gagnez de l'argent, vous dépensez. En général, vous dépensez moins d'argent que vous gagnez dans le service. Sinon, il y a un problème. Mais à cause de l'activité d'investissement, on les marque. Enfin, à cause, grâce, j'espère. Là-bas, il y a quoi? J'ai une question sur le système social français. Aujourd'hui financé en grande partie par les salariés des entreprises industrielles. À t'écouter, il n'y aura plus beaucoup d'ouvriers de l'avenir. Comment tu vois l'évolution? Alors, ça c'est une question qui nous fascine ici. Donc déjà, on a un associé qui s'appelle Nicolas Collin, qui est inspecteur des finances et qui est obsédé par les questions de sécurité sociale. C'est un vrai truc. Nous, notre position, c'est la suivante. La première, c'est que le salariat est mort. C'est pas la peine de se raconter des histoires. Les gens cherchent pas un travail, ils cherchent une raison d'être. D'ailleurs, on a fait un truc assez drôle. On a regardé les cohortes en entreprise par génération. C'est-à-dire qu'au lieu de... Parce que vous savez, les entreprises déclarent avoir un turnover de 20%, 30%. Et on s'est amusé dans quelques grandes entreprises à regarder ce turnover, non pas dans l'absolu, mais de le regarder par tranche d'âge. 20, 30 ans, 30, 40 ans, 40, 50 ans. Et chez les 20, 30 ans, le turnover est 95%. C'est vraiment... pour une raison simple, c'est que c'est une génération de mercenaires. Et c'est une génération qui vit très bien d'être mercenaire. Moi, j'ai tous mes amis d'école, ils travaillent 6 mois, ils voyagent 3 mois, ils ont 2 mois de chômage, machin. Et donc voilà. Donc nous, notre théorie, qui est un peu bizarre, c'est que le régime des intermittents du spectacle est l'avenir. C'est que la sécurité sociale de demain, c'est une sécurité sociale qui va justement absorber ce genre de choc et on va généraliser le régime. Et c'est un sujet assez important parce que de toute façon, le nombre d'emplois qui vont être détruits, ça ne va pas être que chez les ouvriers. Et ça, c'est un point que les gens ont du mal à admettre. Et vous savez, la plupart des boulots d'ouvriers sont hyper durs à automatiser. Très durs. C'est beaucoup plus facile de faire la compta à un ordinateur que de lui faire ramener la balle. Pourtant, on a l'impression qu'un comptable est plus intelligent qu'un chien. Mais ça fait débat des fois. Mais on est en pleine de tour de compte. Mais c'était gratuit. Mais résultat, en fait, nous ce qu'on voit arriver, c'est que les gens en danger, c'est pas les ouvriers, les gens en danger, c'est les médecins, c'est les avocats, c'est toutes les fonctions de col blanc à forte valeur ajoutée et à forte automatisation. Et par exemple, on a lancé un site internet qui s'appelle Jurismatic. En fait, on a pris tous les actes légaux classiques, les 80% d'actes que les startups utilisent le plus, et on les a offerts gratuitement en ligne. Et ouais. La question, c'est plutôt comment on va financer justement demain. Ben justement, en fait, le grand sujet, c'est qu'il va... Alors, pourquoi je prenais l'exemple des intermittents du spectacle? Parce que les intermittents du spectacle, ils ont un financement mixte. Un, il y a l'industrie du cinéma qui les finance sur les recettes des films, et deux, il y a les cotisations des salariés. Et je pense que ça va être la même chose, c'est qu'on va passer dans un monde où ces sociétés vont faire tellement de profit qu'il va falloir réussir à capter une partie de ce profit. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on ne fait pas et on a ce premier problème. Et la deuxième chose, c'est que les gens vont cotiser pour justement absorber les chocs. Ça vous... Oui? Il n'y aura plus de salariés, donc comment ils vont cotiser? Ah non, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de salariés qu'il n'y a pas des gens qui sont payés pour leur travail. Attention. Ouais. Le salariat, c'est un modèle où le travail est assuré avant le salaire. Le freelance, c'est un modèle où le salaire est assuré avant le travail. Vous êtes freelance, si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez rien. Et c'est un peu la même chose, les salariés,
ici qu'on vous vire, etc. Il y a une forme de protection, c'est la protection du salarié qui va disparaître. Moi, je ne pense pas que le travail va disparaître. C'est le salariat qui va disparaître. Et pour une raison très simple, regardez, nous, on a une boîte qui s'appelle Star of Service. Je crois qu'ils ont, je disais tout à l'heure, ils ont 80 personnes. Ils sont dans 17 pays différents, les gens, et ils sont tous freelance. Ils facturent Star of Service et ils ont d'autres clients que Star of Service. On est en train de rentrer dans un monde où avoir plusieurs clients va devenir la norme, parce que les plateformes fournissent. Uber, c'est un bon exemple de ça, les gens sont aussi chauffeurs privés, le cab, etc. Ils ne sont pas uniquement liés à Uber. Et c'est pour ça qu'il va falloir trouver un modèle social adapté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le modèle social français, c'est un modèle qui est obsédé par le salariat, qui n'a que comme horizon de temps le salariat, et que c'est pour ça qu'il est de plus en plus inadapté. Parce que, d'abord, les gens vivent mal, survivent mal avec ça. Une des choses qu'on ne rappelle pas sur UberPub, c'est que la plupart des gens qui font UberPub font ça en complément de revenus. Et les gens qui mettent leur appartement sur Airbnb, ils le font en complément de revenus. Et les gens qui partagent je ne sais pas quoi, ils le font en complément de revenus. C'est un point important, c'est qu'il y a bien une réalité économique où les gens ont besoin de développer de plus en plus de façons de valoriser leurs actifs et leurs assets. Oui. Ah oui, alors ça j'adore. Ça c'est un cas typique de mauvais journalisme. Ah oui, pardon, excusez-moi. Comment interprétez-vous la condamnation d'Uber en Californie? Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, la commission du travail californienne a condamné Uber à considérer les chauffeurs Uber comme salariés et non pas comme indépendants. Alors, trois choses. Première chose, salarié en Californie, ça ne veut pas dire la même chose que salarié en France. C'est-à-dire que c'est un peu comme si en France, il y avait une décision qui disait la Cour de cassation condamne Uber à considérer les employés comme des auto-entrepreneurs. À peu près le même niveau. C'est-à-dire que, d'abord, le niveau des charges sociales en Californie, c'est 4%. C'est pas... c'est-à-dire qu'on vient de condamner Uber à payer 4% de frais qu'ils vont prendre de toute façon à un poste de chauffeur. Alors, qu'est-ce que ça change le fait que ce salarié, c'est quand même un élément important, c'est qu'en tant que salarié, ils peuvent réclamer quelque chose de très important, c'est qu'ils peuvent réclamer le fait d'être union. Parce qu'en tant qu'indépendant, vous n'avez pas le droit d'adhérer à un syndicat, et que le vrai flip d'Uber, c'est pas que les gens, c'est pas les 4% de charges sociales, non, c'est que tous ces gens-là peuvent se syndiquer pour négocier contre Uber. Parce que Uber est en train de se rendre compte que le pouvoir, aujourd'hui, c'est eux qui l'ont face aux chauffeurs. Les chauffeurs sont de plus en plus, et les chauffeurs sont en train de découvrir les outils que Uber. Il y a une société en Californie qui s'est lancée, par exemple, pour aider les chauffeurs à optimiser les temps de connexion et à quelle heure il faut travailler. C'est-à-dire qu'il prend du pouvoir algorithmique de la main d'Uber et on la met dans la main des chauffeurs. Ça, c'est le syndicat de demain. C'est de renverser le pouvoir. Et c'est vraiment ça qui fait flipper. Et alors, la troisième chose, tous les articles qui sont sortis sur le sujet sont un scandale, parce que la commission du travail californienne, c'est un peu la CNIL en France. Et alors, je le dis en toute amitié, cofondateur et membre de la CNIL, mais quand vous prenez une amende par la CNIL, c'est une blague. Personne ne tremble d'une amende de la CNIL. Et bien, c'est un peu la même chose de la commission du travail. C'est-à-dire que c'est pas une... D'abord, Uber va contester devant les tribunaux. La commission du travail n'est pas un tribunal, c'est une autorité administrative. Et cette autorité administrative va devoir défendre devant les tribunaux le point. Or, la jurisprudence sur le sujet aujourd'hui aux États-Unis, et c'est pas la première fois que la commission du travail attaque une société comme ça. Et alors, c'est drôle que ça ait été présenté comme une décision judiciaire finale. C'est toujours le problème, en fait, dans la presse. C'est que c'est sensationnel de dire Uber doit considérer les gens comme salariés. Maintenant, quand vous regardez la réalité, ils vont finir devant la Cour suprême. La décision va être rendue dans 8 ans devant la Cour suprême, parce que ça prend à peu près 8 ans de finir devant la Cour suprême. Et je vois pas... Déjà, d'ici 8 ans, Uber a le temps de faire 10 fois ce qu'ils font aujourd'hui. Et je ne sais pas trop ce que la Cour suprême va dire sur ce sujet-là. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas souligné le fait qu'à ma connaissance, les chauffeurs d'Uber notent les clients. Ah oui, alors effectivement. Le mauvais client ne prendra pas la voiture. Oui, alors ça, effectivement, c'est un point important que je n'ai pas mentionné. Donc, les clients Uber sont notés par les chauffeurs Uber. Et ça a une triple implication.
D'abord, ça a une implication sur la disponibilité des voitures. C'est-à-dire que plus vous avez une mauvaise note et moins le stock de voitures disponibles baisse. Et ça a un impact sur le prix que vous payez. Bah oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Imaginez que vous avez une mauvaise note et vous appuyez sur le bouton, vous demandez une voiture. Qu'est-ce qui se passe? Uber envoie la demande à tous les chauffeurs dans un rayon d'1 kilomètre autour de vous, 2 km s'il n'y a personne disponible, 3 km, etc. Et donc ils font des rayons comme ça. À ce moment-là, les gens, ils ont votre photo et votre note. Et ils peuvent décider de vous prendre ou pas. Si vous avez une mauvaise note, ils vont pas vous prendre. Donc qu'est-ce qu'Uber va faire? Pour les inciter à vous prendre malgré votre note, il va monter le prix. Et il va vous dire, vu la faible disponibilité de gens qui sont prêts à vous prendre, vous allez devoir payer 2 fois le prix, 3 fois le prix, 4 fois le prix. Et donc il régule en plus comme ça les mauvais clients. Et alors c'est incroyable, ça a un effet incroyable. Il y a des gens désagréables qui sont carrément exclus du système. Mais ça montre bien que c'est des équilibres décentralisés incroyables, parce que c'est plus des autorités. Et ils ont vraiment fait rentrer le marché dans des interactions de la vie quotidienne. Oui. Question, tous les exemples dont on parle sont plutôt B2C. Ouais. Avez-vous des exemples Alors, intéressants en B2B? Effectivement, il y en a plein. J'aurais pu en parler. C'est une question que j'ai de façon récurrente et j'ai toujours la même réponse. La distinction B2C, B2B n'existe plus. Ça, c'est vraiment hyper important à comprendre. Par exemple, Dropbox, c'est une boîte B2C ou B2B? 50% du revenu. Comment? Oui, oui. C'est pas. Il y a des gens qui achètent Dropbox pour leur usage personnel, ils l'amènent à l'entreprise, partagent un fichier avec un client, le client commence à l'utiliser, il le ramène chez lui. Après, nous récemment, on avait un employé dans notre Dropbox professionnel, on avait toutes ses photos. Parce que la confusion est tellement grande, les gens ne voient même plus en fait que c'est un ordinateur de bureau. Donc, je ne vous parle pas des photos. Donc résultat, en fait, cette distinction B2B, B2C est importante. Maintenant, tous les cas B2B intéressants sont justement des cas où ces sociétés-là ont adopté des codes B2C. Alors Dropbox, c'est un bon exemple. Salesforce, et je pense la société que tout le monde connaît, aujourd'hui Salesforce a une image B2C. Les gens connaissent Salesforce même s'ils n'ont jamais utilisé de CRM. La notoriété de Salesforce dépasse de loin la notoriété de n'importe quel producteur de CRM. Et en fait, l'autre point, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés se conquièrent en B2B comme avant on allait conquérir du B2C. Et même, j'ai envie de dire, beaucoup plus facilement, parce que il est illégal de spammer quelqu'un. Par contre, quelque chose que dans le monde de l'entreprise, on oublie souvent, c'est que la prospection commerciale dans le monde de l'entreprise est possible. Vous n'êtes pas sous les lois du spam quand vous écrivez à un email professionnel. Si on écrit à votre email professionnel, vous ne pouvez pas faire valoir que cet email était non sollicité. C'est tout à fait légal. Par exemple, nous ici, on a une infrastructure pour les boîtes B2B. On génère à peu près 5 millions d'emails par mois. Et on est à peu près capable de recomposer l'email professionnel d'à peu près n'importe qui. Et on crée des bases de données comme ça qu'on fournit gratuitement à nos startups. Ce genre de base de données, de prospection, avant, ça valait une fortune. On m'a raconté qu'on achetait ça très cher. Aujourd'hui, c'est une commodité. On a un type à Madagascar qui nous fait des bases, ça nous coûte $70 par mois. On a plusieurs millions d'emails. C'est ça aujourd'hui la réalité du B2B. C'est que vous pouvez appliquer des techniques B2C dans ce monde-là beaucoup plus facilement que dans le monde B2C. Parce que le monde B2C a été hyper protégé. Si vous commencez à spammer des individus pour des produits consommateurs purs, là ça devient très compliqué. Oui, juste derrière après. Oui, tout à l'heure tu mettais en avant qu'on a changé de paradigme, de savoir qu'on est passé d'une maîtrise par le produit et marketing à finalement un client qui devient roi pour la promesse client. Comment tu vois l'évolution du partage de la valeur? Parce que tu as dit qu'aujourd'hui, il y a des boîtes qui peuvent avoir plus de cash que le gouvernement américain. Et d'une part, et d'autre part, qu'on arrive de facto à avoir des gens en situation de monopole. Est-ce que ça, c'est pas une certaine contradiction avec le fait de dire que le client régresse dans son choix
puisque finalement, il a face à lui des gens qui sont en situation de monopole et qui peuvent avoir la tentation d'utiliser ce monopole de facto pour encore accroître leur emprise et donc d'accaparer la valeur au détriment du client. Comment tu vois ce problème? Alors, c'est une question très intéressante qui a 3 facettes. Alors, première facette, sur la question du partage de la valeur. J'ai envie de dire c'est une question politique, et ça va être la grande question politique des 20 prochaines années. Et je ne sais pas quel homme politique a envie d'y s'y consacrer. Quand je vois nos débats politiques, je me dis on est encore très loin de tout ça. Et en plus, on est aujourd'hui avec une génération d'hommes politiques qui n'a pas conscience de ça. Et c'est un problème. Je ne vais pas dire devant vous que ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, pour que les sociétés du numérique passent de l'adolescence à l'âge adulte, il va falloir régler ce problème. Et je peux vous dire que s'il y a un endroit dans le monde aujourd'hui où le niveau des réflexions est très élevé sur le sujet, c'est la Silicon Valley. Et je ne sais pas, alors, il y a des modèles, les gens disent qu'il faut instaurer un revenu minimum qui soit fonction de la valeur produite et qui soit universel. Vous travaillez ou vous ne travaillez pas, vous touchez de l'argent. Une sorte de chômage généralisé, mais pas un RSA. Vraiment un vrai revenu élevé. Bon, après, le problème, c'est que c'est inflationniste. Alors, comment vous faites? Et puis, il y a des gens qui disent, en fait, il faut inventer la sécurité sociale de demain. Il faut généraliser les intermittents du spectacle. Vous travaillez une semaine, vous ne travaillez pas 3 semaines, vous travaillez une semaine. Et donc, vous avez un repartage de la valeur. Et au lieu d'aller capter sur le travail et les cotisations, vous allez le capter sur le bénéfice, comme on le fait dans le cinéma. Bon, c'est une question très compliquée. Et j'ai envie de vous dire, c'est une question que l'Europe n'a pas encore le luxe de se poser. Parce qu'en Europe, il faudrait déjà la produire la dose. Mine de rien, aujourd'hui, l'Europe représente 2% du PIB numérique mondial. 2%. C'est une grosse marche de raté. Donc, j'ai envie de vous dire, moi je me concentre surtout sur rattraper ça. Et puis, je suis un optimiste, je suis sûr qu'on trouvera une solution. Je ne sais pas comment, je ne vois pas où, mais... Parce que le grand problème, c'est qu'on revienne à un système féodal où quelques personnes captent tellement de valeur. Maintenant, il y a quand même quelque chose de drôle à constater, c'est factuel. Les milliardaires de la vallée sont les plus grands philanthropes du monde. Pourquoi? C'est un vrai sujet. Zuckerberg a déjà, sur une fortune de 30 milliards, il a 30 ans, il en a déjà distribué 15. Sa fortune réelle, c'est 30, il n'a que 15 milliards de fortune dans le classement Forbes. Parce qu'il a déjà distribué 15 milliards et il a 30 ans. Et il a annoncé que d'ici la fin de sa vie, il aurait tout redistribué. Dustin Moskovitz, qui est un autre cofondateur de Facebook, à l'introduction en bourse de Facebook, il avait une fortune de 4 milliards. Aujourd'hui, il a une fortune de 400 millions parce qu'il a donné à une fondation, qui n'est même pas la sienne, 3 milliards 600 millions. Donné. C'est pas une promesse. Il a simplement pris sa fortune et il a dit de toute façon, ça ne sert à rien d'avoir autant d'argent, c'est inefficace. Donc je vais juste garder assez d'argent pour que l'argent ne soit jamais un problème dans ma vie. Et il a donné. Alors, quel milliardaire européen ou même asiatique ferait ça? Il n'y en a pas. Pourquoi ils ont cette concentration dans ce milieu? C'est une vraie question. Et c'est pour ça que je suis plutôt optimiste. C'est parce que j'ai l'impression que les gens dans ce milieu sont beaucoup plus intéressés par l'influence que par l'argent. Donc la redistribution ne leur paraît pas un sujet fondamental. Bon. Ça, c'est la première facette. La deuxième facette de la question, c'est que, mine de rien, aujourd'hui, on est dans une situation où les monopoles n'ont plus la même définition que la définition classique du monopole par l'autorité de la concurrence. Pourquoi? Parce que les utilisateurs ont du pouvoir sur les plateformes. Je vais donner un exemple tout bête. Instagram, donc c'est une application où vous pouvez mettre des photos, un jour a changé ses conditions générales d'utilisation, que personne ne lit. Je ne sais pas qui un jour a lu les conditions générales d'utilisation d'une app. Et dans ces conditions générales d'utilisation, a dit, à partir de maintenant, toutes les photos postées sur le réseau social appartiennent à Instagram et l'ensemble de l'exploitation de ces droits appartiennent à Instagram. Puis je vois bien ce qui s'est passé. Il y a un avocat dans une réunion Instagram qui a dû dire vous vous rendez compte, vous n'avez pas la propriété sur les photos que vous diffusez, si un utilisateur vous attaque. Donc il a pris le point de vue de la protection. Il n'a pas pris le point de vue de la com. Et je vois très bien comment ça se passe, ce genre d'histoire, parce qu'à mon avis, dans ce genre de réunion, il n'y a personne du produit qui est là. Puis ça a été changé dans un paragraphe, et puis ça. 7 mois plus tard, quand même, il y a un type
qui un dimanche se dit je vais lire les conditions générales d'utilisation d'Instagram. Et il tombe sur ce paragraphe et il tombe des nues. Et il poste un message sur Twitter en disant c'est une honte, Instagram vole vos photos et il met le screenshot. Il est retweeté des millions de fois, en 48 heures il y a une réunion de crise, en 72 heures le cabinet d'avocats est viré et 4 jours après la clause est enlevée. Et vous voyez, c'est en ça que c'est intéressant, Instagram est en monopole sur les photos. Et c'est un monopole qui est extrêmement fragile parce qu'en face, les utilisateurs peuvent rentrer de façon organisée en grève comme jamais ils ont pu le faire. Et c'est là où l'équilibre des pouvoirs est très particulier dans le monde du numérique, c'est qu'une société comme Instagram, qui aurait pu prendre cette position dominante pour s'accaparer les photos, n'a pas réussi à le faire. Maintenant, des exemples comme ça, Google en a eu des dizaines dans sa vie, Facebook en a des dizaines par an, et toutes les boîtes qui sont dans des monopoles ont comme limite le contentement des utilisateurs. Et là où, en fait, le choix a remplacé l'excellence. Enfin, l'excellence a remplacé le choix, je veux dire. C'est-à-dire que ces boîtes-là sont soit dans un rapport d'excellence, soit elles créent une opportunité concurrentielle. Et le bon exemple de ça, c'est de voir comment Google a émergé face à Microsoft. Microsoft est rentré dans une bataille juridique incroyable face à la Commission européenne, qui a duré 15 ans, pour abus de position monopolistique. Ils ont fini par payer une amende de 700 millions, et puis ça ne les a même pas fait flincher. Et c'est 15 ans d'avocats perdus. Google est arrivé à lancer un moteur de recherche et a détruit l'empire Microsoft. Mais il n'a pas détruit l'empire Microsoft en créant un Microsoft. Il l'a fait en faisant en sorte que Microsoft ne soit plus pertinent. Et c'est ça en fait la différence. C'est qu'avant, le risque concurrentiel était un risque concurrentiel passé et présent. C'est-à-dire que le risque, c'était que quelqu'un fasse la même chose que vous. Maintenant, le risque concurrentiel, c'est que quelqu'un fasse quelque chose qui fait que plus personne n'a besoin de vous. Et ça change tout. Prenons un exemple. Aujourd'hui, c'est quoi la peur de Google? C'est pas que quelqu'un lance un moteur de recherche. C'est impossible de lancer un moteur de recherche. La peur de Google, c'est que quelqu'un vienne avec un algorithme d'intelligence artificielle qui, au lieu de faire des recherches, vous donne des réponses. La deuxième peur de Google, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les gens, pour trouver un produit, ils tapent plus le nom du produit, ils vont directement sur Amazon. Et c'est quoi la troisième peur de Google? C'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ouvrent des apps sur les mobiles. Ils n'ouvrent pas Google. Ils vont sur Yelp pour trouver leur restaurant, ils vont sur Uber pour trouver leur voiture, ils vont sur tout ça. Et tout ça, en fait, est en train de rendre le monopole de Google dans la recherche complètement irrévélant, complètement insignifiant. Et en fait, c'est en ça que ces monopoles sont en fait des géants pieds d'argile. Et c'est pour ça que moi je ne crois pas au risque pour le consommateur, au contraire, je pense vraiment que ce n'est pas contradictoire, c'est juste qu'ils arrivent à bâtir des positions qui sont une alliance avec les utilisateurs. On associe par une alliance avec la multitude, je trouve que c'est une image assez jolie, c'est l'idée que cette multitude informe, que vous ne pouvez pas qualifier, elle est un organisme social avec lequel ces sociétés parlent. Et elles ont la maîtrise de ce dialogue. Mais le jour où elles rompent la confiance, où elles rompent la qualité, où elles n'arrivent pas à fournir quelque chose à la hauteur de ce que les gens attendent, les monopoles se renversent. Et alors ça, c'est le troisième aspect des choses, c'est que on est arrivé dans un monde où ça n'a jamais été aussi peu cher de lancer une société. Et donc, le risque le plus grave, au-delà de la concurrence qui vous rend non pertinent, c'est qu'en plus, si vous commencez à faire n'importe quoi, vous êtes à risque à ce que des gens vous copie-collent et exécutent mieux que vous. Et notamment, nous on l'a vécu en France avec Free. C'est quoi Free? C'est quelqu'un qui vient, qui fait exactement pareil que les autres, voire moins bien, et il le fait tellement pas cher que tout le monde panique et ne comprend pas ce qui se passe. Maintenant, imaginez ça à l'échelle. Nous, on a une boîte ici qui a lancé une copie parfaite d'un concurrent américain qui a levé 150 millions. Il y a une différence entre eux et le concurrent américain. C'est qu'eux, ils ont un business model simple, le concurrent américain a un business model monopolistique. Et bien, même avec 150 millions, même avec les meilleurs avocats du monde, même avec tout ça, ils n'arrivent pas à comprendre que leur problème, c'est que le business model bat à l'encontre pour les utilisateurs. Et c'est pour ça que la startup qui est chez nous est en train d'exploser. Et ça, en fait, c'est vraiment ce monde où, à partir du moment où la confiance est rompue avec les utilisateurs, le monopole ne tient plus. Donc quand on utilise le mot monopole, il faudra inventer un nouveau mot, mais c'est l'idée qu'une société a atteint un stade
où elle capte toute la valeur présente. Mais le problème, c'est que c'est une actualisation permanente. Déjà, ça peut faire ça et boum, à zéro d'un coup. Prenez, tiens, un exemple, je suis sûr qu'il va vous parler. Kodak. Prenez l'exemple Kodak. Vous savez qui a inventé l'appareil photo numérique? Kodak. Kodak a inventé l'appareil photo numérique. Ils ont fait faillite. Comment une boîte passe de... Kodak, l'année avant de faire faillite, ils faisaient 31 milliards de chiffre d'affaires. L'année où ils ont fait faillite, ils en faisaient 3. Comment vous passez de 31 milliards de chiffre d'affaires à 3 milliards de chiffre d'affaires en un an? Qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez en tant que dirigeant l'angoisse? Vous êtes au bureau et on vous explique qu'il y a un phénomène. Oui, c'est ça. Puis l'année d'après, le phénomène il est passé. Regardez Blockbuster aux États-Unis, moins connu, mais c'est un cas très connu. C'était le plus grand loueur de DVD des États-Unis. En 2004, Netflix est venu le voir en lui disant on va lancer une offre, on cherche de l'investissement, ce serait vachement cool que tu mettes 50 millions de dollars chez nous. Le PDG de Blockbuster a rigolé pendant le meeting et a été affreux avec eux. Un an après, Blockbuster a déposé le bilan. Un an. Ça n'a pas pris 10 ans, ça a pris un an. G7, alors les chiffres sont secrets, mais nous, ce qu'on entend, c'est que le chiffre d'affaires s'est écroulé. Je vois bien le phénomène. Et quand vous tombez de l'autre côté, ça va super vite. Et vous pouvez tomber très haut. Et par exemple, un bon exemple de ça, c'est à mon avis ce qui attend Google avec le mobile. Google a raté une marge. Ils ont raté la marge du mobile. C'est quand même pas de chance. Et je pense, d'ailleurs, si vous regardez le ratio de bénéfices de Google, il s'est écroulé depuis 2 ans. Tout doucement, en train de s'écrouler. Alors, leurs bénéfices continuent à monter pour une raison simple, c'est que Google est une boîte tellement dépensière que c'est très facile d'optimiser quoi que ce soit. Vous dites, cette année on va pas à Hawaï, et bam, il y a 15 millions qui viennent d'apparaître. Donc ils sont dans une position où pour l'instant, ils arrivent à faire illusion. Mais en interne, les top exécutifs de Google, ils font des séminaires sur la question de comment on rattrape le mobile qu'on a raté. Et vous prenez une autre boîte qui avait raté le mobile, qui est Facebook. Facebook a reconnu publiquement que la plus grande erreur stratégique qu'ils aient faite, c'est de rater le mobile. Et ils ont fait un virage mobile incroyable en 18 mois pour devenir une boîte mobile. Mais quand ils ont fait ce virage, Google n'y a pas cru. Maintenant c'est un vrai problème. Oui. Moi j'ai une question en fait. Vous parlez essentiellement des États-Unis, en Israël, un peu aussi. En revanche, en France, le numérique, les PME, les ETI sont très très en retard. Comment on va faire pour rattraper tout ça? Alors, donc, là, je sais pas donc, la première partie de la question, c'est on parle beaucoup des États-Unis, mais en Israël, ça bouge beaucoup. Et la deuxième partie de la question, c'est comment, en Europe, dans les ETI et les PME, on va rattraper le retard du numérique. Alors, effectivement, de toute façon, Israël est une startup nation. Je pense qu'après les États-Unis, c'est l'endroit sur Terre où la réussite des startups est la plus fulgurante. Encore une fois, c'est juste un écosystème que je ne connais pas, que je connais beaucoup moins bien. Donc désolé pour le prisme, mais effectivement, le monde est riche et il y a plein d'exemples partout. Il n'empêche, même Israël qui a une réussite, aujourd'hui, fait à peine 1/10 de la création de valeur que la vallée fait. Et c'est la deuxième plus grande création de valeur. La vallée est plus petite qu'Israël. Juste, c'est combien d'habitants San Francisco? C'est 3 millions d'habitants. C'est combien d'habitants la vallée? C'est 7 millions d'habitants. 7 millions d'habitants aujourd'hui produisent à eux tout seuls 40% du PIB mondial numérique. 7 millions d'habitants. C'est justement pas une question de taille. Maintenant, sur la deuxième partie de la question, je pense que l'histoire du rattrapage est une mauvaise histoire et qu'il ne faut surtout pas tomber dans ce piège et qu'il faut prendre plutôt l'exemple sur les pays émergents. L'une de nos thèses à The Family, c'est que le numérique en Europe, la zone Europe, est un pays émergent. Je sais que c'est très dur à entendre, mais c'est la réalité.
Et dans les pays émergents, on ne rattrape jamais le retard, on le dépasse. Si vous regardez, par exemple, le plus grand réseau 4G du monde, c'est l'Afrique. Alors, ils n'ont ni réseau Edge, ni réseau 3G, ni réseau GSM. Ils ont tout de suite pris la 4G. Et je pense que justement, l'un des grands soucis de l'Europe actuellement, et d'à peu près toutes les initiatives publiques, BPI, tous ces trucs-là, le grand sujet avec ces initiatives-là, c'est que leur but, c'est de rattraper le retard sur les États-Unis. Mais je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Achille et de la tortue. C'est un grand problème de philo que j'adore. C'est Achille court et une tortue le rattrape d'un demi-lieu tous les lieues. Combien de temps il faut à la tortue pour rattraper Achille? Ben jamais, parce que quand elle rattrape, Achille continue à courir. Et donc, même si on rentrait dans la course pour rattraper, on n'arriverait jamais à rattraper ce retard numérique. C'est pour ça qu'il faut juste admettre qu'on a raté une case, comme on avait raté la révolution industrielle d'ailleurs en Europe. Et au 19e siècle, on n'a pas essayé de rattraper les Anglais. On a essayé de créer une nouvelle révolution industrielle. On a eu des types comme Eiffel, les grands architectes de cette révolution industrielle. Et jusqu'à présent, la France et l'Europe en général tient sur cet héritage du 19e siècle. Pourtant, c'était mal barré. Quand on regarde dans les années 1800 les chiffres comparés Europe vs Angleterre, Europe continentale vs Angleterre, on se dit, ça y est, c'est fini, on va retourner au Moyen-Âge. Donc, je pense que fondamentalement, la question que l'Europe doit se poser aujourd'hui, et qui est la thèse d'investissement de The Family, c'est ok, on a raté la case, on a raté la pub, on a raté les médias, on a raté toute cette case du numérique grand public. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'ailleurs, si vous regardez les startups dans lesquelles The Family investit, on investit dans la santé, on investit dans l'agriculture, on investit dans la robotique, on investit dans l'industrie, on investit dans l'énergie, on investit dans l'impression 3D, parce que tout ça, c'est des domaines où les jeux ne sont pas faits. On va pas, à chaque fois qu'un réseau social se présente à The Family, je leur explique, je suis vraiment désolé pour eux, mais cette partie-là, ça fait longtemps qu'elle est finie. On ne lance pas un réseau social en 2015, on lance un réseau social dans les années 2000. Oui. Oui, vous parlez des précédentes révolutions industrielles. La grosse différence aujourd'hui, c'est que on avait le temps de les précédentes révolutions industrielles nous permettaient de développer sur un marché malgré que des compétiteurs puissants ou antérieurs existaient sur le marché. Vous expliquez qu'aujourd'hui, de par la nature du numérique et de par l'écosystème Silicon Valley, les entreprises deviennent mondiales et monopolistiques comme ça. Donc, quel est le destin des startups françaises? Justement, si elles... Donc, vous avez tous entendu? Ouais. La question, c'est si on peut constituer un monopole comme ça, quel est le destin des startups françaises face à des startups qui peuvent se lancer en France depuis les États-Unis? Alors justement, la transitivité de cette question est parfaite. Parce que ce qui est vrai dans un sens est vrai dans un autre sens. Si une startup américaine peut se lancer en France comme ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour se lancer comme ça. Donc une startup française n'a pas besoin de beaucoup plus de moyens qu'une startup américaine pour se lancer aux États-Unis. Et c'est ça le grand sujet. Le grand sujet, c'est qu'on le veuille ou non, on est dans un pays traumatisé. Je ne sais pas pourquoi. Et vous savez, je le dis avec toute l'amitié du monde, notamment parce que je ne suis pas né en France, je suis venu en France, et que j'ai toujours eu un rapport un peu distant avec la France de non-compréhension de ce qui se passait. Moi, dans ma famille, quand vous leur parlez de la France, c'est un pays où les routes sont en or et les gens sont heureux. Vous parlez français, c'est la fin du monde, c'est affreux, les gens meurent de faim dans la rue, et de toute façon, tout est fini. Mais le problème, c'est juste un problème d'état d'esprit. L'état d'esprit, il est très simple. C'est que vous soyez en France, dans la vallée, ou je ne sais pas où, il reste des batailles que vous pouvez mener. Alors, il y a des batailles qui sont perdues, c'est ce que je disais avant. Si vous voulez lancer un réseau social en France en 2015, je suis désolé pour vous, c'est pas possible et c'est pas grave. Par contre, si vous voulez lancer le Google de l'agriculture, le Google de la coiffure, tiens, ça c'est un vrai sujet, le Google de la coiffure, vous avez autant de chances, voire plus qu'une start-up américaine. Vous avez quand même 3 caractéristiques en Europe. Il y a peu de concurrence locale, c'est un vrai sujet. Vous avez des financements beaucoup moins contraignants, parce que quand même dans la vallée aujourd'hui, les financements viennent à un prix. C'est que si vous êtes un monopole, vous n'êtes rien. C'est ça aujourd'hui une start-up de la vallée. Quand vous recevez 10 millions à 100 millions de valeurs au premier tour, vous n'avez pas d'autre choix que valoir 10 milliards. Sinon, vous n'avez rien. Parce que les termes financiers sont très compliqués. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment, les investisseurs se protègent contre les downsides. Ils ne se
n'empêche pas que les upsides. Donc tout ça fait que finalement la question de la concurrence est une fausse question. Et la question de start-up française vs start-up américaine est aussi un débat qui est une fausse question. Le mot, ne serait-ce que le mot start-up française, il n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, une start-up, depuis la France, elle peut produire des opérations partout, elle peut recruter des talents partout. On est un pays qui attire énormément et on peut faire venir énormément de gens. Et donc aujourd'hui, c'est ça le sujet. La force de la vallée, c'est qu'ils ont attiré des talents, entreprises et grappe par grappe. Prenez un exemple, on a une boîte qui s'appelle Algolia chez nous. Algolia, c'est une start-up qui développe une technologie de moteur de recherche. Aujourd'hui, ils ont des ingénieurs du monde entier qui viennent juste pour travailler chez Algolia. Ils s'en foutent que ce soit en France. C'est même pas leur sujet. Les Américains, ils ne se disent pas, je vais m'installer en France. Ils se disent, je vais aller travailler chez Algolia. Parce qu'aujourd'hui, Algolia, dans leur domaine, c'est un centre d'excellence. Alors oui, à chaque fois qu'ils font un visa à la préfecture, ils se disent qu'ils ont envie de quitter ce pays. Bon. Et ça n'empêche. C'est pas pour ça que c'est pas possible. Partout, vous avez des difficultés. Partout, il y a des obstacles. Justement, le métier d'un entrepreneur, c'est de passer au-dessus de ces obstacles et vivre avec, en fait. Oui, juste, il veut compléter, je pense. Non, parce que j'ai souvenir d'un entretien d'un Français qui s'appelle La France, je crois, qui a monté Bandit aux États-Unis, donc cette boîte, il a introduit un mot sur le gars. On lui dit, est-ce que vous aurez pu monter, et ça fait 7 ans que là, est-ce que vous aurez pu la monter en France? Il dit oui, ma boîte vaudrait aujourd'hui 50 millions d'euros et j'aurais eu une trentaine de prud'hommes et 5 microtistes. Je comprends. Est-ce que vous, dans vos expériences, vous rencontrez ce genre de choses? Non, et je pense que la planche se trompe, comme tous les Français expatriés. Vous savez que c'est le plus grand drame de la France. Vous savez la différence entre un Libanais expatrié et un Français expatrié? Un Libanais expatrié, vous pouvez manger Libanais, vous fait aimer le Liban alors qu'il n'a jamais mis un pied au Liban de sa vie. Un Français expatrié, il vous explique que la France est un royaume en fer, où la seule chose qu'il y a, c'est que tout brûle, et que rien n'aurait marché, et que tout le monde était contre lui. Et la plupart des Français à l'étranger sont des caliméros. D'ailleurs, quand je vivais dans la vallée, je ne disais jamais que j'étais français, je ne parlais jamais français. Et il y a même des gens avec qui je parlais en anglais, et je leur disais pas que j'étais français, parce que je ne voulais pas être caractérisé comme un Français dans la vallée. Parce que c'est imbitable. Cette ambiance qui est, on appelle ça le French bashing comme vous voulez, et résultat, après, les critiques ne touchent même plus, parce qu'on n'adresse pas les bonnes critiques de ce pays. Il y a 1 million de choses à critiquer dans ce pays. Et il faut les critiquer, non pas pour les critiquer, mais juste pour les rendre meilleurs. Mais quand vous êtes à l'étranger, ça ne vous concerne pas. Que les Français à l'étranger fassent autre chose que la promotion de la France, c'est juste qu'ils n'ont rien compris à un concept de base qui est le marketing. Maintenant, prenons la planche. Alors la planche, c'est une histoire drôle, parce que évidemment qu'il n'aurait pas pu faire sa start-up en France. Parce que s'il l'avait fait en France, il l'aurait fait avec un esprit français. Et le drame, c'est pas d'être en France, c'est de le faire avec un esprit français. Alors un esprit français, c'est quoi? Il aurait été voir des pays, il aurait rempli pendant 6 mois un dossier pour toucher 50 000 € pour faire un prototype. Il aurait été avoir un ingénieur des ponts et chaussées qui lui aurait fait un prototype imbitable. Ça aurait été complètement inutilisable. Il n'y aurait pas eu un seul client. 2 ans après, parce qu'il n'aurait toujours pas fait faillite, parce qu'il a le pôle emploi, et donc pendant 18 mois, il n'a pas eu besoin de gagner d'argent. Pourquoi gagner de l'argent pour une start-up, franchement? Et donc, au bout de 18 mois, il aurait commencé à stresser, il aurait levé des fonds. Il aurait levé des fonds auprès de Seed parce qu'il a fait HEC. Donc les VC auraient investi chez lui parce qu'il a fait HEC, pas parce qu'il a une bonne boîte. Et à la fin, sa boîte n'aurait même pas valu 50 millions. Je pense qu'il est très optimiste. Ce qui s'est passé quand il est arrivé en Californie, c'est qu'en Californie, on l'a pris et on lui a dit, écoute, je vais te la faire simple, t'es personne tant que t'as pas 1 milliard sur ton compte. Et tu peux me raconter ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Donc tu vas sortir, tu vas trouver des clients, et ensuite tu vas courir après la techno. Et la vérité, c'est que ce qu'il a eu en Californie, c'est pas tant le contexte, c'est plutôt la méthode. Et c'est plutôt les gens. Et c'est ça, en fait, le sujet fondamental. Le sujet fondamental, c'est que si vous êtes en France et que vous êtes victime de la France, c'est votre problème. Et nous, c'est ce qu'on dit à tous les entrepreneurs. Est-ce que c'est possible de bâtir une grande boîte depuis la France? Oui, il suffit juste de savoir qu'on est en France et qu'on n'a pas besoin de subir la France. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, on a une start-up qui sort de ses avocats et qui, les avocats ont expliqué que leur activité est illégale parce qu'on a une mauvaise gestion de la propriété intellectuelle en France. La gestion de la propriété intellectuelle en France, ça date de Beaumarchais, ça ne s'invente pas quand même. C'est Beaumarchais qui a créé notre système de propriété intellectuelle, et c'est un système où on ne peut pas acheter une œuvre future. C'est quand même con. Dans le numérique,
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas céder une œuvre qui n'existe pas déjà, vous devez céder qu'une œuvre qui existe. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, ce que tu produiras m'appartient, tu dois dire, ce que tu as produit, je te l'achète. Et cette petite différence de droit entre droit anglo-saxon fait que des business sont possibles et des business pas possibles. Il y a cette boîte qui n'était pas à The Family, il me raconte dans le rendez-vous d'entretien, ça fait 1 an qu'on travaille avec des avocats pour essayer de trouver une solution pour le faire en droit français. On a un contrat qui fait 60 pages, les utilisateurs ne l'aiment pas, on ne sait pas comment leur faire lire 60 pages. Ben, je sais pas, tu peux créer ta boîte au Delaware. Quoi? Ben, tu peux créer une boîte au Delaware. Les États-Unis, l'État du Delaware, c'est là où tout le monde est incorporé. Crée ta boîte au Delaware. On a le droit de faire ça? Ah oui, on a le droit de faire ça. Mais comment je paye mes impôts? En France. En France. On peut créer une boîte transparente fiscalement en France. Quel régime de la propriété intellectuelle s'applique? Le régime américain. Leur business est possible. Ils se lancent en 1 semaine. 1 an perdu. Il est là le drame français. Le drame français, c'est que l'avocat aurait dû lui dire, écoute, le système légal français n'est pas fait pour ça, tu es une petite start-up, tu ne vas pas changer le système légal. Nous, on voit même des start-up qui lobbyent pour changer la loi, ça me dépasse. Ils prennent leur cravate, ils disent, oui, j'ai été reçu par le cabinet du ministre. Évidemment que le cabinet du ministre t'a reçu, ils ont que ça à faire. Et évidemment qu'ils reçoivent tout le monde. Les gens pensent qu'obtenir un rendez-vous, c'est dur. C'est pas dur d'obtenir un rendez-vous. Tout le monde obtient des rendez-vous dans un cabinet ministériel. Et c'est ça, en fait, le grand problème. Et c'est vraiment la thèse de The Family. La thèse de The Family, c'est que c'est pas parce qu'on est en France qu'on doit subir la France. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on construira des boîtes françaises incroyables. Star of Family, ils sont dans 80 pays. Algolia, alors, prenez un exemple. Algolia, ils ont une équipe de 30 ingénieurs en France, ils vont passer à 100 ingénieurs. Pourquoi 100 ingénieurs en France? Parce que c'est les meilleurs experts algorithmiques du sujet. Si les meilleurs experts algorithmiques du sujet avaient été en Roumanie, on aurait mis le bureau en Roumanie. Et ça aurait été quand même une boîte avec des gens qui ont leur famille en France, etc. Il faut dissocier le choix de vie du choix professionnel. Dans un monde où le numérique est possible, il faut optimiser le choix professionnel et prendre le choix de vie qu'on veut. Et franchement, vivre en France, pour avoir vécu dans beaucoup d'endroits, je peux vous dire que c'est l'un des endroits les plus agréables au monde de vivre. Oui? Quelles sont tes recommandations pour permettre aux dinosaures dont tu parlais tout à l'heure de reprendre, de revenir dans la course du numérique? Est-ce que c'est possible? Alors, oui, je pense que justement, de façon un peu détournée de ce que j'ai dit tout à l'heure, justement, il ne faut pas voir ça comme une course, il faut voir ça comme un point de départ. Et il faut regarder quel point de départ on veut prendre. Il faut, je pense, appliquer 3 règles toutes bêtes. La première règle, c'est qu'il faut accepter d'être radical. La deuxième règle, c'est qu'il faut accepter de se cannibaliser. Vous savez, il y a ce mot dans les affaires qui est affreux. Personne ne veut se cannibaliser. Qui a envie d'être pour le cannibalisme? Mais en fait, il faut être pour le cannibalisme. Et il faut accepter de vivre dans un paradigme où ce qui compte, ce n'est pas le taux de marge. Mais ce qui compte, c'est le taux de croissance. Et passer de ce paradigme à un autre, ça peut être très dur. Par exemple, j'étais chez Neopost il n'y a pas très longtemps. Et je ne sais pas si vous connaissez Neopost, parce que peut-être vous achetez. Mais vous imaginez le gavage de cette entreprise? C'est une machine à affranchir. C'est incroyable. Alors ils disent oui, le taux de courrier s'écroule, on ne sait pas quoi faire. Mais le problème, c'est que ta boîte n'aurait pas déjà dû exister, en fait. Donc, remerciez le ciel d'avoir eu 40 ans de profit et utilisez-les pour autre chose. Ne vous posez pas la question de comment on va pouvoir maintenir ce monopole. On ne peut pas se poser comme question comment maintenir l'absurde. Et il y a beaucoup de sociétés qui existent parce qu'elles étaient dans l'absurde. Il faut juste admettre que bon, le montant est fini. C'est comme si vous tombez... je connais quelqu'un, un jour, il est tombé sur une mallette de billets. Ça ne s'invente pas. Il faut une mallette, il ouvre la mallette, elle est pleine de billets. Il l'a pris chez lui, il a attendu 1 semaine, il ne l'a jamais rendu. Ça ne s'invente pas. C'est pas un business model. Vous pouvez pas vous dire, je vais aller voler toutes les mallettes du monde en espérant trouver des billets de top. C'est pas... Et c'est la même chose. Il y a énormément de sociétés qui ont trouvé des mallettes de billets. Très bien, ils en ont profité pendant très longtemps. Tant mieux. Mais il ne faut pas qu'ils espèrent que ça va durer. Parce que justement, l'environnement concurrentiel est en train de changer. N'importe qui peut créer une boîte, c'est délirant. Et d'ailleurs, vous savez, moi, il y a une leçon d'humilité que beaucoup d'entrepreneurs ont pris à The Family. L'une des meilleures sociétés de The Family, elle répare des téléphones portables. C'est un métier tout con. Vous amenez votre téléphone portable cassé et ils le réparent. Et aujourd'hui, ils sont dans le top 1% des boîtes de The Family. Quand on a pris cette boîte, il y a des gens qui sont venus nous voir en disant « Je ne comprends pas que vous avez pris cette boîte, ça veut vraiment dire que vous prenez n'importe qui. » Parce que quand vous êtes un entrepreneur ayant une haute estime de lui-même,
et vous vous dites, moi je fais de la techno, je fais des choses nobles, de l'innovation, un type vient et vous dit, je répare des téléphones, vous n'y croyez pas. Sauf que la différence entre lui et eux, c'est que lui, dans le portable, il a compris qu'il fallait de l'excellence client, qu'il fallait du développement, qu'il fallait de la croissance, qu'il fallait en faire une boîte extraordinaire. Et il a fait dans la réparation de téléphone ce que des gens ne font pas ailleurs, en termes de process, de back-end, de recrutement. Ils sont passés de 0 à 200 salariés en 12 mois. Save My Smartphone. Save My Smartphone, aujourd'hui, ces mêmes gens qui ont dit ça ont honte. Ils viennent nous voir et nous disent, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que vous attribuez des pouvoirs de chaman. Vous aviez vu quelque chose d'incroyable en eux. Ça veut dire que vous avez aussi vu, et vous n'allez pas leur dire, non mais tu sais, nous on prend n'importe qui. À partir du moment où tu as 2 pieds, 2 bras, c'est bon. Et parce que vous ne pouvez pas prévoir d'où viendra le succès. Et c'est cet environnement-là qui est devenu très compliqué. C'est que vous êtes devenu, une histoire que je raconte tout le temps, c'est que vous pouvez diviser le monde dans 2 cercles, les bonnes et les mauvaises idées. Et les startups, c'est l'intersection entre les deux. C'est les bonnes idées qui ont l'air d'être des mauvaises. Parce que les bonnes idées qui ont l'air d'être bonnes, tout le monde les a déjà faites. Et par contre, les bonnes idées qui ont l'air d'être mauvaises, ça c'est formidable. Je vais réparer des milliers de téléphones, vous dites oui, c'est ça. Je vais faire un taxi, une compagnie de taxi dans tous les pays du monde. Oui, c'est ça, oui. Et etc., etc. Mais sauf que 5 ans plus tard, on vous dit, voilà, en fait, oui, il avait un secret que j'avais pas, en fait. Il avait compris quelque chose que je n'avais pas compris. Et c'est ce qui est formidable dans cet environnement. C'est que d'un côté, n'importe qui peut se lancer, c'est-à-dire que beaucoup vont échouer, mais que ceux qui vont réussir ne seront jamais ceux qu'on avait prévus. Et c'est ça la leçon, c'est qu'il faut juste baisser un peu son niveau d'humilité et se dire je ne suis pas assez intelligent pour savoir si une startup va marcher. Merci beaucoup.